Donc, nous accueillons Corinne Lepage. Corinne Lepage, elle est une femme politique bien connue en France, à la fois comme ministre de l'Environnement, à l'époque du gouvernement Juppé dans les années 90, mais aussi comme fondatrice de CAP 21. Elle était candidate à la présidentielle en 2002 et cofondatrice aussi du MoDem, dont elle a été députée européenne de 2009 en 2014. Alors l'année dernière, elle a soutenu la candidature d'Emmanuel Macron. En parallèle de son engagement politique, Corinne Lepage est aussi une avocate, l'une des pionnières sur les enjeux environnementaux, notamment autour des dossiers de marée noire, mais aussi sur le nucléaire, sur les OGM, sur le glyphosate. Et si vous voulez en savoir plus sur la riche expérience et les nombreux combats de Corinne Lepage, je vous renvoie à la vingtaine de livres qu'elle a publiés, dont le dernier qui s'intitule « À bout de confiance, de la morale en politique » aux éditions Autrement. Et les fidèles de la revue Projet se souviendront de l'avoir lu, puisqu'elle a participé au numéro qu'on a consacré à l'extrême droite dans un débat avec Michel Barnier et Dominique Potier autour de la question « La politique peut-elle encore faire rêver ?» Voilà, merci Corinne Lepage. Alors Philippe Lambert, lui nous vient de Bruxelles, plus précisément d'Anderlecht. Et c'est là qu'il s'est d'abord investi politiquement avec le parti Écolo. C'est le nom du parti vert belge, dès 1991, en devenant d'abord conseiller municipal communal, plus exactement d'Anderlecht. Mais ce n'est pas alors un engagement à plein temps. De formation, Philippe Lambert est ingénieur civil en mathématiques appliquées, ce qui lui a valu une carrière de plus de 20 ans comme commercial chez IBM. Et alors avec Écolo, il s'est intéressé particulièrement aux enjeux internationaux, aux questions économiques, aux questions financières, mais aussi à la construction européenne. Ce qui lui a valu en 2009 de se présenter et d'être élu comme eurodéputé. On l'a vu au Parlement européen très engagé sur la lutte contre les paradis fiscaux. On l'a aussi entendu dénoncer en 2016 la faillite morale de l'Union européenne dans sa réponse à la crise des réfugiés. Et c'est lui qui préside aujourd'hui le groupe écologiste au Parlement européen. Sur un plan plus personnel, il accorde une grande importance à la pédagogie de son action politique et chaque été, il passe du temps à Thésée pour transmettre sa flamme aux jeunes qui sont présents. Alors, Joseph Spiegel, on vous appelle Joe Spiegel. Vous êtes professeur d'éducation physique de profession, mais ce n'est pas d'abord à ce titre-là que nous vous avons invité, même si peut-être que vous nous inviterez voilà, à l'exercice, mais comme élu local et notamment comme maire de Kingersheim, une commune alsacienne de 13 000 habitants, depuis 1989. Vous avez d'ailleurs annoncé que c'était votre dernier mandat. Depuis 2014, vous êtes aussi en charge pour l'agglomération de Mulhouse des enjeux de transition énergétique et d'environnement. Alors vous avez été membre du Parti socialiste pendant 40 ans, avant d'en démissionner en 2015. En 2014, vous êtes fait remarquer en refusant la Légion d'honneur pour exprimer une forme de ras-le-bol d'une démocratie en panne et d'un système à bout de souffle. Et en matière de renouvellement démocratique, vous y connaissez puisque vous avez innové à Kingersheim avec la mise en place notamment de conseils participatifs. Alors ce parcours riche et engagé a donné lieu là aussi à quelques ouvrages. Vous en avez signé quelques-uns, dont le dernier qui s'appelle « Et si on prenait enfin les électeurs au sérieux ?» Et on notera aussi le fruit de votre très belle rencontre avec la théologienne protestante Marion Muller-Collard, qui a donné lieu à ce livre paru en 2016 sous le titre « Le complexe délit, politique et spiritualité ». Alors sans plus tarder, je vais donner la parole à Corinne Lepage et je lui adresserai tout de suite les questions qui lui étaient spécifiquement dédiées parmi celles que vous avez fait remonter. C'est bon. C'est bon. Voilà. Ça marche. Bonjour. Merci au CERAS de m'accueillir, de m'avoir invité. Et je suis très heureuse de retrouver Philippe Lambert, avec lequel j'ai travaillé au Parlement européen pendant mon mandat de député, et Joe Spiegel, avec lequel
j'ai eu l'honneur et la chance de débattre déjà à plusieurs reprises. Alors, d'abord, et puis vous dire un mot pour vous présenter des excuses, mais c'est vrai que j'ai une journée complètement délirante. Comme j'ai pris des engagements, je les tiens, mais à la course, quoi. Et j'aime pas ça, parce que j'aime bien avoir le temps de bavarder, d'échanger, et là, aujourd'hui, je peux pas. Donc, je vous prie de m'excuser, et c'est une frustration pour moi aussi. Tous politiques. Oui, peut-être, mais c'est quoi politique? Si par tous politiques, on entend, ou tout politique, que c'est au politique qui revient de tout trancher, je ne le crois plus du tout. Plus du tout. J'ai eu la chance, peut-être dans ma vie, de côtoyer de nombreux mondes. J'ai eu la chance d'être élue, d'être ministre, mais j'ai aussi l'immense chance d'avoir un métier et de vivre de mon métier d'avocate. Donc d'avoir toujours eu une conception de la liberté et de l'indépendance du politique. Ça m'a valu de faire une carrière, je dirais, pas fantastique, j'aurais pu faire beaucoup mieux, mais c'est un choix. J'ai pas voulu passer par les fourches codines de ce qu'aurait nécessité, tu vois ce que je veux dire, qu'aurait nécessité une volonté carriériste en politique. Je n'en ai aucune. Ceci étant, c'est vrai que les politiques décident de beaucoup de choses, mais on voit que de plus en plus la société décide de beaucoup de choses. Et aujourd'hui, où je n'ai plus de mandat, c'est vrai que mon mandat européen me manque, parce que c'est un mandat formidable, mon insertion dans la société civile me plaît infiniment. Et je me rends compte de la manière dont les choses se transforment et bougent. Et c'est pour ça que je voulais commencer mon propos en disant oui, bien sûr, on a besoin des décisions politiques, mais parfois il faut aller les arracher, mais on parvient de plus en plus à aller les arracher. Et je voudrais vous dire un mot de quelque chose qui se développe et qui me paraît extrêmement intéressant et qui se retrouve dans la lignée de Laudato Si, puisqu'il s'agit des questions climatiques et de la justice climatique, dont le Saint-Père a longuement parlé dans l'encyclique, c'est le développement précisément des procès de justice climatique. Il y en a aujourd'hui 700 dans le monde. 700. Ça a commencé aux Pays-Bas, il n'y a pas longtemps, il y a 3 ans, avec une association qui s'appelle Urgenda, qui a saisi une juridiction néerlandaise pour faire condamner l'État néerlandais qui n'en faisait pas assez pour lutter contre le changement climatique. Ils ont gagné. Et depuis, c'est une épidémie, si je puis dire, notamment aux États-Unis, où vous avez le Children's Trust qui a attaqué au Massachusetts l'État pour n'avoir pas pris les mesures permettant aux jeunes, aux enfants, puisque Children's Trust est encore des enfants, de pouvoir assurer une vie possible lorsqu'ils seraient adultes et plus vieux encore. Ils ont gagné. Il y a des procédures au Pérou, il y a des procédures en Asie du Sud-Est, il y en a partout en Europe aussi. C'est très intéressant parce que les juridictions soutiennent, si je peux dire, l'action de la société civile, et le juge américain est même allé jusqu'à reconnaître qu'il y avait une forme de droit naturel, et on en revient aussi à l'encyclique, qui était supérieure à la Constitution américaine. Autrement dit, le droit de vivre dignement sur cette planète est un droit supérieur au droit reconnu par la Constitution américaine. C'est fondamental. Et je pense que c'est quelque chose qui va se développer de manière tout à fait considérable. Et c'est vrai pour le climat, c'est vrai pour d'autres domaines. Lorsque nous avons monté à La Haye l'année dernière avec Marie-Monique Robin ce qu'on a appelé le procès Monsanto, qui n'est pas véritablement un procès, mais qui est une opinion juridictionnelle rendue par 5 magistrats, nous n'avons pas fait autre chose que de demander à la société civile, en quelque sorte, de se substituer à des États défaillants, incapables d'organiser un tribunal pénal international, capable de juger ce qui était à juger. Ou un tribunal civil international, d'ailleurs, qui n'existe pas davantage dans nos domaines. Tout ceci pour dire que
ce qui me paraît fondamental aujourd'hui, c'est incontestablement la primauté du sens. Et c'est en cela que l'encyclique est si importante. Parce que le poids moral que représente le Saint-Père et une encyclique comme Laudato Si influe sur toute la société planétaire. Et du reste, quelques mois après, quelques semaines après la sortie de Laudato Si, vous avez eu une déclaration des imams, non pas pour dire tout à fait la même chose, n'exagérons pas, mais pour dire combien ils prenaient en considération la question de l'environnement et la question de la pérennité de la vie humaine. Voilà, donc je pense que c'est une place tout à fait particulière dont personne ne peut faire abstraction que représente cette encyclique aujourd'hui dans le monde. Personne ne peut en faire abstraction, ni la société civile, ni les autres religions, ni les politiques, de quelque bord qu'ils soient. Alors maintenant, ma réflexion à moi, c'est comment on passe à l'étape d'après. Il se trouve que j'ai eu la chance, il y a maintenant bientôt 3 ans, que le président Hollande me demande, dans le cadre de la préparation de la COP21, de travailler sur un texte qui reconnaîtrait la responsabilité de l'humanité. Nous avons travaillé et ça a débouché sur un texte qui s'appelle la Déclaration universelle des droits de l'humanité. Ce texte, qui est un texte très simple, très court, que vous trouverez sur le site droitshumanité.fr, droit au pluriel humanité.fr, qui existe dans toutes les langues, pratiquement, c'est-à-dire toutes les langues européennes, en chinois, en russe, en arabe, il y en a pour tous les goûts, hein, est un texte qui fait son bonhomme de chemin, puisqu'il est aujourd'hui adopté par une dizaine de villes, dont Paris et Strasbourg, par des régions. La première à l'avoir adopté est la région de Tanger-Tétouan, Maroc, par des universités, des grandes écoles, par énormément de barreaux dans le monde. Le barreau français dans sa totalité, le barreau européen, bâtonnier du Bruxelles, l'a adopté. Des barreaux africains, 19 barreaux étrangers l'ont adopté, par des ONG, bien sûr, et par un État, qui est l'État des Comores. C'est un petit État, mais ce qui est intéressant, c'est que cela montre bien que ce texte correspond à ce que le Sud attend de ce que peut être une déclaration des droits et des devoirs de l'humanité. Pour moi, ce texte, qui est sorti donc en août 2015, donc c'est pratiquement concomitant avec Laudato Si, est très inspiré en réalité par les principes qui figurent dans Laudato Si. C'est un petit texte, 4 principes, 6 droits, 6 devoirs. 4 principes simples, la responsabilité, la dignité de l'humanité qui implique le droit au développement, la recherche de la pérennité de l'espèce humaine, ce qui ne paraît pas un objectif apparemment partagé par tout le monde. Je dis ça, je dis rien, mais quand même, quand on voit ce qui se passe notamment sur les pesticides et tous les produits toxiques, on se pose des questions quand même. Et l'équité intergénérationnelle. Et ensuite, de là découlent 6 droits et 6 devoirs qui englobent les sujets environnementaux, mais au-delà, puisqu'il y est question également de la gestion du progrès, qui doit se faire dans le sens de l'humain, du droit à la paix, des biens communs, de leur préservation, de leur accès, de leur transmission. Voilà, ce texte, pour moi, que je porte avec d'autres, qui, à ma grande satisfaction, se développe bien aujourd'hui. Nous avons plus d'une vingtaine d'ambassadeurs dans le monde qui présentent la DDHU dans leurs pays respectifs. Le CESE, au niveau européen, y a fait référence dans son texte sur le climat. Je ne désespère pas qu'un jour le Parlement européen délibère sur ce texte. Donc CESE, Conseil économique, social et environnemental.
en France, mais CESE européen, et il n'est pas environnemental. Conseil économique et social, ça s'arrête là. Voilà, donc j'ai le sentiment quelque part de passer aux travaux pratiques avec cette déclaration qui se situe vraiment pour moi dans la même perspective, qui est celle de donner aux humains une base à partir de laquelle ensuite ils peuvent travailler, qui est une base partagée de droits et d'obligations, parce que je pense que c'est très bien de parler des droits, mais c'est encore mieux de parler des obligations. Et ces obligations, elles doivent être partagées et elles nous intéressent tous. L'humanité étant non seulement la chaîne des générations, passées, présentes et futures, mais la chaîne des humains, depuis le simple citoyen jusqu'à l'Organisation des Nations Unies et en passant par tous les intermédiaires. Voilà, je ne veux pas être plus longue et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Corinne Lepage. On entend bien tout l'enjeu qu'il y a autour de la hiérarchie des normes et où on place les droits liés à l'environnement dans notre hiérarchie juridique. C'est ça qui est en train de s'inventer dans ces 700 procès dont vous nous avez parlé. Il y a une association en France qui s'est lancée spécifiquement sur cet enjeu qui s'appelle Notre affaire à tous, de la justice climatique. Je voudrais vous faire part de deux questions qui vous sont peut-être plus spécifiquement destinées. La première, c'est en quoi les plus pauvres, qui sont au cœur de l'encyclique, sont au cœur ou au centre de votre propre action politique. Et puis la deuxième est une question peut-être plus politique. Mais vous avez soutenu l'actuel président de la République lors de sa campagne. Peut-on espérer que Emmanuel Macron fasse vraiment avancer la transition écologique en France, pays qui a pris beaucoup de retard, entre parenthèses? Je me fais le fidèle témoin de la question. Alors, sur la première question, je dirais que quand on travaille sur les questions environnementales, on a forcément l'obligation de travailler en même temps sur les questions sociales. C'est indissociable. Alors c'est vrai que je suis très marquée environnement, je suis beaucoup moins marquée social, mais pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Et lorsque je défends des associations, c'est des gens qui peuvent avoir des moyens, mais ça peut être des gens excessivement modestes. On se débrouille pour faire des procédures comme on peut, avec très peu de moyens, mais c'est des choses que je fais de manière extrêmement régulière, parce que il y a une double injustice. Je veux dire qu'à l'injustice sociale s'ajoute l'injustice environnementale et vice-versa. Ceux qui souffrent le plus du bruit, de la malnutrition, de la pollution, c'est évidemment les plus modestes. C'est pas ceux qui peuvent habiter ailleurs, vivre ailleurs, même si le ailleurs a des limites. Voilà. Juste une parenthèse, je me suis toujours posé la question de savoir comment on faisait les patrons de multinationales qui vendent des produits toxiques, sans se poser la question de savoir s'ils habitaient sur une autre planète que les autres. C'est une question, vous voyez, à l'âge auquel j'arrive, j'ai pas encore trouvé la réponse à la question. Voilà. Alors, sur la deuxième question, oui, j'ai soutenu Emmanuel Macron. Pourquoi l'ai-je fait? J'ai jamais été emballée, et dès le départ, je l'ai dit, par ses convictions écologiques. C'est pas ça qui m'a amené à le soutenir, parce que sinon, j'aurais été un peu spéciale quand même. Non, c'est le fait qu'il voulait vraiment bouleverser l'organisation politique française et que ça me paraissait indispensable. Et le fait que il n'était pas question que je vote à sa droite et à sa gauche, très franchement, c'était pas terrible. Mélenchon, c'est pas ma tasse de thé. Moi, je suis d'abord très pro-européenne, et puis je le trouve très excessif. Et Benoît Hamon, non, pas possible. Voilà. Donc, de toute façon, je dirais que je ne regrette pas mon choix parce que voilà. Bon, ceci étant, je garde ma liberté totale. Ça plaît pas, mais je m'en fiche totalement. Et je dois vous dire que je suis globalement assez déçue de la manière dont s'oriente la politique environnementale française. Certes, il y a eu Notre-Dame-des-Landes, c'est très bien, mais l'environnement ne s'arrête pas à Notre-Dame-des-Landes. Sur les questions énergétiques, je suis catastrophée.
catastrophée de l'orientation que nous prenons. EDF a fait hier une déclaration en disant qu'il n'y aurait pas un réacteur fermé avant 2029, alors que la loi sur la transition énergétique, qui n'a pas été changée, donc c'est toujours celle qui s'applique, impose qu'on en ferme 15 d'ici 2025. Donc, qu'est-ce qui décide? Vous voyez, le politique, ben non, chez nous, c'est pas le politique qui décide. Visiblement, c'est EDF, c'est pas le politique. Donc, c'est pas parce que j'ai une fixette sur le nucléaire, c'est simplement parce que on a changé de siècle. Et que quand on voit ce qui se passe dans tous les pays européens, les transformations des territoires, grâce aux énergies renouvelables, l'efficacité énergétique territoriale, qu'on voit comment l'Allemagne change, comment la Suisse change, comment la Belgique change, ce que fait l'Italie, et que nous, on est à vouloir refaire encore des centrales nucléaires, parce que c'est ça qu'ils veulent, ne nous trompons pas, ils veulent en faire d'autres. On se dit qu'on est tombé sur la tête, parce que pendant ce temps-là, effectivement, nous ne développons pas les énergies renouvelables, nous sommes en queue de peloton, on a 16% d'énergie renouvelable. Quand j'étais ministre il y a 22 ans, on était à 13%. C'est-à-dire qu'en 22 ans, on a fait 3 points. Faut garder ça présent à l'esprit quand même. C'est-à-dire qu'on n'a rien fait. On n'a rien fait, non pas parce qu'on n'a pas des entreprises capables de faire de l'éolien et du solaire comme les autres, mais parce qu'on a un système qui ne le permet pas. Et donc, tant qu'on continuera à dire c'est 75% de nucléaire, il n'y a pas de marché pour le renouvelable. Donc le renouvelable, il va être à 17, à 18, il va peiner pour arriver à 20. Aucune chance d'atteindre nos objectifs communautaires de 23. Les positions prises à Bruxelles sont mauvaises. Tu peux en témoigner. Voilà. Sur la santé environnementale, franchement, ça va pas non plus. On a pris une position mauvaise sur les perturbateurs endocriniens. On s'est battu un peu pour le glyphosate. Mais ça suffit pas. Le glyphosate, il faut l'interdire. C'est pas l'autoriser encore 5 ans, puis on verra dans 5 ans. Non. C'est un problème d'interdiction, parce que c'est dangereux, surtout le Roundup. Et puis, quand on voit les décisions ponctuelles, je pense au contournement de Strasbourg, je pense à plein de décisions qui sont prises localement, elles vont directement à l'encontre de la communication générale sur l'environnement. Voilà, donc oui, je fais partie des déçus, de même que je suis pas d'accord pour qu'on prenne l'argent des agences de l'eau, qui en ont vraiment besoin pour le donner aux chasseurs. Je trouve pas que c'est une bonne idée, vous voyez. Non, voilà, enfin des choses comme ça. Je suis assez déçue, mais bon, je vous explique de manière très, très franche ma position. Avant de vous laisser partir, il y a une autre question, je pense, sur laquelle on aimerait vous entendre. À partir de quelques affaires récentes, revirement au dernier moment de l'Allemagne sur le glyphosate, états généraux de l'alimentation, loi sur la sécurité alimentaire, etc., on a l'impression que les politiques, même quand ils veulent aller dans le bon sens, subissent une très forte influence des lobbies. Et donc la question, qu'en est-il de la réelle liberté des politiques par rapport aux puissances d'argent? Très bonne question. Je vous remercie de l'avoir posée. Je dirais, ça dépend des politiques. Exactement. C'est pas le problème des lobbies. Moi, j'ai jamais pensé que le problème était celui des lobbies. Le problème est celui des politiques. Une fois de plus, on est d'accord. Voilà. On a vu au Parlement européen, quand il y a eu les affaires du tabac, par exemple, nous avons été classifiés par nos amis du Big Tobacco en rouge, en gris et en vert. Les verts, c'était les sympas, pour eux. Ouais. Et les rouges, les pas sympas du tout. Bon, voilà. Je dis que la réponse, elle est là. Alors ensuite, quand vous êtes un chef d'État ou un chef de gouvernement, je comprends bien il faut bien comprendre qu'il y a des intérêts généraux à prendre en compte. Il y a l'intérêt de l'emploi, il y a le poids économique, il y a quantité de choses. Mais à mon sens, ça n'empêche pas une fermeté à l'égard des lobbies. Ce qui s'est passé en Allemagne est franchement inadmissible. Parce que de deux choses l'une, ou le ministre de l'Agriculture a pris une position tout seul et il fallait qu'il soit dégommé, il ne l'a pas été, il n'est pas parti, ou bien c'est un arrangement pour cacher le fait que Bayer avait obtenu ce qu'il voulait, parce qu'en fait c'est ça la vérité. Et l'Allemagne, elle n'a absolument pas les 4 pieds blancs dans cette affaire-là, parce que n'oublions pas que l'évaluation du glyphosate a été faite par l'agence allemande. Et qu'elle l'avait déjà faite en 1980 et avec les mêmes conditions. Voilà, donc oui, c'est vrai que c'est pas facile de décider quand vous avez du chantage à l'emploi, tout ça c'est vrai,
Mais bon, je pense qu'il faut une fermeté et puis une attitude extrêmement nette et claire à l'égard des lobbies. Personnellement, au Parlement, j'ai pas eu de souci particulier. J'avais une très mauvaise réputation vis-à-vis d'eux, mais ils m'ont foutu la paix. Ça veut pas dire que je les voyais pas, hein. Je recevais les gens quand ils me demandaient de les recevoir. Mais il fallait pas compter sur moi pour faire autre chose que ce que je pensais être l'intérêt général. C'est tout. Question de personne. Merci beaucoup, Corinne Lepage. Comme l'heure avance, je propose de passer la parole à Joe Spiegel pour qu'il nous dise à une autre échelle qui est celle de son territoire, comment il reçoit l'Audentossi et comment ça peut inspirer son engagement. Merci beaucoup. Vous avez devant vous un élu qui se paye le luxe de faire beaucoup de voyages, mais des voyages particuliers, me semble-t-il nécessaires, notamment des voyages réguliers entre la pensée et l'action, parce que c'est la façon de croiser la question du sens. Pourquoi, pour qui et pourquoi en 2 mots. Et cette question est fondatrice. Je pense que notre vie politique est assez dramatiquement dans l'absence de sens. Je fais aussi des voyages, et ça, c'était pas simple pour moi, entre le silence et l'engagement. Parce que le silence, c'est l'acceptation de sa propre fragilité, donc une ouverture à un rapport plus modeste au pouvoir. Et donc, je pense qu'il y a une dialectique positive entre le silence, certains d'entre nous parleront de prière, et l'engagement. Et je pense d'ailleurs que lorsqu'on met en perspective des fabriques de la transition démocratique, j'insiste beaucoup sur la question du sens. Quel rapport au pouvoir? C'est une question fondatrice et finalement, dans le monde politique, on n'en parle jamais. Est-ce qu'on choisit l'ego ou le service? Est-ce qu'on choisit Thanatos ou Eros, la mort ou la vie? Est-ce qu'on choisit la grâce ou la pesanteur, pour reprendre les propos de Simone Veil? Donc c'est des questions tout à fait importantes. Un mot pour vous dire d'où je parle. Je suis maire de la commune de Kingersheim, 13 000 habitants depuis 1989. Aujourd'hui, ce qui nous rassemble, élus, collaborateurs, agoracteurs, c'est-à-dire les citoyens engagés, c'est comment mieux décider ensemble et comment mieux agir ensemble. C'est une question tellement difficile, mais tellement passionnante. Et on est au début du début. J'ai longtemps été conseiller général et conseiller régional et j'ai vu l'opacité de l'organisation des pouvoirs locaux, c'est absolument scandaleux. Et ça reste comme ça. Troisièmement, j'ai beaucoup milité pour le rassemblement de l'agglomération sur la base du territoire vécu. Et la question d'organisation des pouvoirs est très importante. Par rapport à quoi? Et principalement par rapport au territoire vécu. Et puis depuis 2004, quand j'ai été élu président de l'agglomération mulhousienne, l'acte fondateur, pour moi, ça a été le lancement du plan climat, air, énergie territoriale. Comment chacun prend sa part, comme dit Colibri, pour permettre à nos enfants une planète vivable, en sachant qu'il est minuit, docteur Schweitzer, que je vous dis, je parle avec beaucoup d'enthousiasme, mais avec une frustration incroyable de dire qu'on va passer vite, c'est assez scandaleux. On va passer vite, mais pourtant je crois que c'est dans les territoires qui sont les espaces de transformation. Pour peu qu'on travaille davantage vers plus de décentralisation, de pouvoir d'agir au niveau local, il y a des choses merveilleuses qui ont été faites avec tous, et souvent je dis avec Pierre Hadane, je fais, tu fais, nous faisons. C'est l'esprit de Laudato aussi. Je fais, tu fais, nous faisons. Chacun a sa part de responsabilité. Nos territoires, les organisations, les citoyens. Quand j'arrêterai ma vie politique dans 2 ans, ça a été dit, je pourrai revenir dans mon rétroviseur sur ce qui est visible, c'est-à-dire les équipements qu'on a construits au niveau de l'agglomération, dans ma commune, sur les services que nous avons créés, sur la dynamique culturelle autour de l'enfant, en tant que pierre angulaire dans ma commune, qui est une commune périurbaine. Mais en fait, je resterai plutôt sur la question invisible, mais tellement essentielle, et notamment les chemins que nous avons essayé de franchir ensemble. Et c'est des questions fondatrices pour des vraies transformations. La première question, c'est comment passer d'une démocratie providentielle, pour reprendre les propos de Dominique Schnapper, vers ce que j'appelle une démocratie construction. On est au cœur du sujet. Comment fabriquer du commun et comment fabriquer du bien commun? Question fondamentale. Deuxièmement, comment passer d'un territoire morcelé, divisé, vers un territoire rassemblé. Je crois à l'intercommunalité comme je crois à l'interparoissialité. Je crois plus du tout au repli au local-blocal. Je pense qu'il est important qu'on comprenne qu'en des territoires, la capacité de coopérer entre les communes, parce que la coopération est pour moi la dimension la plus exigeante de la démocratie. C'est pas l'ignorance, c'est pas l'affrontement, c'est la coopération. Et je crois au principe de subsidiarité inscrit dans la doctrine sociale de l'Église, c'est de faire ensemble au niveau territoire ce que les communes seules ne peuvent pas faire. Donc c'est pour moi une question fondamentale. Comment passer d'un territoire administré, quand on parle de bureaucratie, y compris politico-technique,
vers un territoire mobilisé. Le plan climat-énergie territorial, ça a été ça. C'est comment mobiliser l'ensemble des ressources de sens, d'expertise, d'intelligence et de volonté pour permettre, là où nous sommes, à travailler sur une planète qui dépassera les 2 degrés de réchauffement d'ici 2050. Et puis, la question du pourquoi, et qui renvoie à une intuition majeure du pape François, pourquoi préférer le processus à l'étendue? Nous avons une sorte de tropisme au big is beautiful, à l'organisation XXL des territoires. Plus c'est grand, plus ça vaut, et plus on s'éloigne des habitants. Qu'en est-il du processus de décision? Qu'en est-il du processus de coproduction de la décision? Qu'en est-il du processus de copropriétaire d'intérêt général? C'est toute la question qui est posée aujourd'hui. Comment le rapport au commun, le rapport à l'individu, au citoyen et au bien commun? Voilà. Et donc, qu'en est-il de ces processus où doivent se dialoguer le local et le global? Moi, je suis pas du tout en train de dire que le local, s'il n'est pas relié au global, c'est du bocal, c'est-à-dire le repli sur soi. Relier le local au global, relier le civique et le politique, relier la personne au sens où Emmanuel Mounier l'entendait, et le collectif. Et qu'en est-il de ces transitivités qui favorisent la capacité de fabriquer du bien commun? Je parle notamment de la transitivité entre le jeu vers le jeu responsable, et du jeu responsable au nous solidaire. Et toutes les séquences démocratiques doivent permettre ça. De la même façon, ça doit permettre le passage du particulier, moi j'ai mon problème, vers le général. Qu'est-ce qui nous rassemble et qu'est-ce qui nous ressemble? Et puis, c'est le passage de l'immédiat en long terme. C'est toute la question de la transition écologique. Elle est dans l'urgence, mais en même temps, il faut affirmer que ce n'est pas dans un calendrier électoral. C'est dans le temps long de la conversion sociale, écologique, personnelle. Et cette dimension est tout à fait importante parce qu'elle donne une dimension nouvelle au bien commun. Ce n'est pas l'addition des intérêts du moment. Et ça donne une dimension nouvelle à la solidarité. Ce n'est pas seulement la solidarité entre notre génération, mais la solidarité verticale vers les générations qui sont à naître. Je dis ici, il faut affirmer fort que les enfants qui sont à naître, demain, sont aujourd'hui nos frères. C'est toute la question de la fraternité universelle. Et parce qu'en effet, le pape François a compris que la transition écologique, ce n'est pas uniquement pour la planète, elle est profondément humaniste, ou elle n'est pas. Et cette dimension est importante. Et donc, on renvoie ici les questions du rôle de l'élu. Moi, je pense qu'il ne peut plus être un comptable ou un gestionnaire de deniers publics, même si c'est de plus en plus difficile, je peux vous le dire. On n'est pas non plus un bâtisseur des temps modernes avec notre étiquette pour rester dans l'éternité. C'est comment être un ouvrier du vivre ensemble. Vous qui êtes dans l'action, quêteurs de sens, veilleurs éveillés, acteurs, d'une certaine manière, je pense que la chance que nous avons d'être élus ensembliers, c'est d'être des ouvriers du vivre ensemble. Et cette dimension-là, elle est forte. C'est ainsi que nous avons mobilisé, pour le plan climat, air, énergie territoriale, toutes les ressources. Et j'ai mobilisé ce que j'appelle une grammaire démocratique la plus aboutie. 35 000 personnes sensibilisées, 5 000 personnes pour un débat en 2006. Un conseil participatif qui a réuni 120 organisations différentes. Des gens qui ne se parlaient pas, qui s'ignoraient entre les énergéticiens dans l'énergie fossile et les associations dans la transformation. Et puis, l'idée, c'est que dans cette grammaire, le sommet, c'est la régulation, c'est l'engagement. Pas seulement des politiques, mais aussi des organisations, mais aussi des citoyens. Ça rejoint le pacte civique, et je pense qu'il n'y a pas de pacte écologique possible sans pacte civique que nous avons co-construit avec Jean-Baptiste de Foucault, on pourrait y revenir. Tout ça, ça se décline dans ce que j'appelle une démocratie construction. Non pas démocratie participative, parce que c'est une tarte à la crème derrière laquelle se refugent pas mal d'élus ou parfois de citoyens. C'est pas du tout seulement une technique. La démocratie construction, elle se veut continue, réelle, effective. Elle s'épanouit dans l'intervalle des élections. Et ça nous renvoie à l'affirmation que tout est politique. En effet, tout est politique. Si on ne veut pas que la politique soit l'affaire de quelques-uns, il faut que la démocratie soit l'affaire de tous. C'est en ce sens que tout est politique. Tout est politique quand Emmanuel Mounier disait qu'en gros, le politique n'est pas tout, la politique n'est pas tout, pardon, mais le politique est en tout. Emmanuel Mounier. C'est écrit en lettres d'or dans notre agora Pierre Mendès France de la Maison de la Citoyenneté. Tout est politique comme le pense Hannah Arendt, qui en un mot, une phrase merveilleuse, écrite aussi dans l'agora Pierre Mendès France de la Maison Citoyenneté, elle dit « Le pouvoir naît quand les hommes travaillent ensemble et disparaît lorsqu'ils se dispersent ». C'est donc la question du politique, c'est quel pouvoir et qui et comment. Et ce sont là l'essence, les valeurs des enjeux, les pratiques de ce que j'appelle une démocratie construction, qui réduit pas la démocratie à un bulletin de vote une fois tous les 5 ou 6 ans, à la conquête du pouvoir, à une démocratie régime. Pour résumer et pour aller sur le concret,
La démocratie construction, telle que je l'appelle de mes voeux, elle est exigence. Elle est exigence dans la mesure où elle se veut interactive, c'est-à-dire d'organiser régulièrement, de manière récurrente, des rendez-vous construits entre représentants et représentés, partant du fait que la crise démocratique est une crise de la représentation. Il faut que la démocratie soit interactive. Deuxièmement, il faut plaider pour une démocratie lente, pour aller au fond du sujet. Parce qu'il y a 3 éléments de l'espace public qui sont incontournables. La question de la complexité, et tous ceux qui commencent par vous dire que c'est simple, j'ai la réponse, sont à côté des pompes. Tout est complexe. Il n'y a pas une proposition, pas un projet dans ma commune qui n'ait pas fait l'objet, qui ne soit pas complexe. Deuxièmement, c'est la question de l'altérité. Quand on vient débattre en public pour le public et pour le bien commun, c'est pas ma pomme, c'est le passage à l'autre. L'autre proche, l'autre éloigné, l'autre qui est un être. Et c'est la question de la durabilité, c'est-à-dire que toute décision nécessite de la maturation. C'est une antithèse de la culture de l'immédiateté. Donc la démocratie doit être lente. Il faut plaider pour ça. Les conseils participatifs qui précèdent les phases décisionnelles, souvent, ils ont duré 18 mois. Mais c'est inscrit dans le processus de décision. Le temps de la maturation. Et puis la troisième qualificatif d'une démocratie construction exigeante, c'est une démocratie édifiante. Je l'ai dit, comment passer du jeu au nous, du particulier au général, de l'immédiat au long terme. Ce qui veut dire que le rôle de l'élu va changer. Il ne fera pas pour les habitants, il fera avec. Il ne sera pas dans un face-à-face stérile et infantilisant, mais dans un côte-à-côte coproductif. Et il ne sera pas dans le tout ou rien, qui ne fonctionne nulle part, mais dans un plus ou moins. C'est-à-dire dans une forme de construction de compromis dynamique. Je suis plutôt un enfant de Jürgen Habermas que de Chantal Mouffe. Même si je pense que la colère que veut exprimer comme revendication, comme plateforme démocratique Chantal Mouffe peut passer à l'engagement. J'aurais plein d'exemples pour dire qu'on a réussi à avoir des citoyens en colère qui ensuite, par le biais de la compréhension des choses, se sont engagés dans la vie publique. C'est les parcours les plus merveilleux. Il y a un texte qui donne un peu le là de cette philosophie, pour pas être trop long. Ça a été en 2011, lorsque j'ai voulu décliner au niveau de la commune le sens, les valeurs du pacte civique, qui dit en gros qu'il n'y a pas de transformation durable si ce n'est pas à la fois les politiques, les organisations et les citoyens. Et qui dit aussi que si on veut créer une société, travailler à une société créatrice de sens, de sobriété, de justice, de fraternité, eh bien, ça se travaille, ça se décline localement. Et lorsque nous avons lancé cette réflexion, comment associer les habitants à une ville fraternelle, juste, sobre, eh bien, nous avons décliné cette délibération au conseil municipal qui dit ceci. Avec le pacte civique, nous affirmons que nous sommes tous acteurs d'un futur désirable pour tous. Nous croyons que la démocratie est autant une construction exigeante et édifiante qu'une élection, que le pouvoir d'agir de tous est aussi important que le bulletin de vote de chacun, que les changements ne sont profonds et durables que si les transformations opérées sont autant citoyennes et personnelles que collectives et publiques, que les choses bougent autant dans les mouvements entraînés par le bas que dans les décisions qui viennent d'en haut, que ce qui est invisible est aussi essentiel que ce qui est matériel, que les habitants sont gagnants à construire de monde commun, que le rôle des élus doit se transformer. 2011, ça a amené une charte du renouveau démocratique en 2015, sur laquelle je passe pour vous dire juste 3 choses. On a construit un écosystème de délibération, d'élaboration et de décision autour de 6 balises. Je vais juste en résumer 3 qui me paraissent importantes. J'ai eu l'intuition de dédier un lieu à la pratique démocratique. Et c'est la Maison de la citoyenneté que nous avons construite en 2006. Un lieu, des principes et des outils. C'est les 3 choses sur lesquelles je vais revenir. Un lieu dédié à la Maison de la citoyenneté en 2006. Et je dis souvent que la démocratie, la Maison de la citoyenneté et la démocratie, c'est que la forge est au forgeron. Fabriquer du commun dans cette maison. Avec l'idée que c'est la maison autant des citoyens que des élus. Qu'on y accueille les 3 fonctions démocratiques. Celle du débat, celle de l'élaboration collective qui n'existe quasiment jamais, celle de la décision. C'est le lieu qui accueille toutes les ressources démocratiques. En gros, les citoyens, les experts sous toutes leurs formes et les élus. Et puis, pour reprendre cette réflexion de Jean-Baptiste de Foucault, je le dis à chaque fois, pour moi c'est très important, c'est un lieu dont j'aimerais qu'il puisse fertiliser 3 cultures qui existent en nous, qui existent entre nous, et qui sont souvent l'objet d'affrontements, d'ignorance, et qui fait qu'on n'arrive pas à changer les choses. C'est d'une part la culture de l'utopie, et donc du rêve, la vision de ce qui est à devenir. C'est une culture très importante dans sa vie personnelle, dans la vie collective. C'est aussi la culture de l'indignation, de la révolte, de la résistance, de la critique, du contre-pouvoir. C'est tellement important. Puis la 3e culture, c'est celle de la régulation, de l'engagement, de l'acceptation du principe de réalité. Et en réalité, on se rend compte que dans ce pays qui ne sait pas hybrider, fertiliser les 3 approches,
eh bien qu'on a des spécialistes de l'utopie. Vous avez des super bouquins qui parlent du changement du monde. Vous avez la culture de l'indignation. Vous avez des super... D'ailleurs, quand Stéphane Hessel a écrit « Indignez-vous », il a fait un carton éditorial. Il s'est rendu compte d'ailleurs qu'il fallait dire « engagez-vous ». Et c'est la troisième chose. Et il y a la question de l'engagement. Et du coup, vous avez trois approches qui s'ignorent. Et au bout du compte, ceux qui sont en place, qui sont en responsabilité, qui voient le principe de réalité, qui tous les jours est là. Et je peux l'affirmer, je peux en témoigner, mais souvent le risque, c'est que ceux-là perdent au fur et à mesure de leur engagement et du cumul de mandats, eh bien tout début d'utopie et tout début de résistance et d'indignation. Il faut donc travailler à ce que tout projet démocratique, tout projet de construction du commun puisse à un moment donné fertiliser, entendre ces trois cultures-là. C'est pour moi très important. Cette maison de la citoyenneté, c'est le symbole de ça. Alors, je ne dis pas que ça réussit à chaque fois, mais l'état d'esprit, c'est ça. Et pour vous dire la relation entre l'horizontal et les verticales, je revendique aussi de la verticalité. C'est-à-dire, je revendique qu'un élu puisse aller parfois au-devant de l'opinion publique, puisse pousser à se dire que cette maison, c'est là, je veux qu'elle soit un lieu de fertilisation de l'utopie, de la résistance et de l'engagement. La démocratie de construction, c'est l'inverse de la démocratie d'opinion et de la démocratie démagogie. C'est l'inverse. C'est l'exigence. Le deuxième exemple que je donnais, c'est le principe, deuxième balise, c'est le principe. Tout projet donne lieu à une séquence démocratique, construite, préparée par des équipes projets, formées d'agoracteurs, d'habitants, d'élus et de collaborateurs. Et toute séquence démocratique doit être décisive par rapport à la décision. Il faut qu'il y ait un impact réel, sinon il ne faut pas faire de la participation démocratique. Et que toute séquence décisive doit être enrichie par cette grammaire dont j'ai parlé. Donner du sens, prendre le temps du débat, prendre le temps de la co-construction et ensuite décider ensemble. C'était la deuxième chose. Et le dernier élément, pour terminer, on a essayé de travailler sur des outils très diversifiés. Et nous avons créé un, Kingersheim, qui me donne beaucoup de satisfaction parce que c'est le point d'alliance entre la démocratie et la République. C'est-à-dire, on est dans l'intérêt général, on est dans le passage de l'individu au citoyen, c'est à la fois l'appréhension de chacun est singulier et qu'on doit travailler sur du commun. Et entre les deux, c'est la question de la réciprocité, c'est le débat démocratique. Et ces outils qu'on a mis en place, après d'autres, on a utilisé le jury citoyen, le conseil citoyen, diagnostic un marchand, conseil participatif, on a fixé 3 règles importantes. Il faut que pour chaque projet structurant, toutes les personnes se sentent bienvenues autour de la table. Donc une invitation à tous les habitants. C'est la base démocratique la plus large possible. Deuxièmement, il faut travailler la représentativité, parce qu'on a un vrai problème. Quand les gens viennent en réunion publique, qui constitue l'acte 1 d'une séquence démocratique, vous avez souvent les TLM, toujours les mêmes. Et il se trouve que c'est souvent les retraités, parce qu'ils ont un potentiel incroyable, mais ça ne représente pas toute la population. Donc on fait systématiquement une part de tirage au sort pour élargir la représentativité. Troisième condition importante, c'est la formation. On ne peut pas démarrer une séquence démocratique s'ils ne sont pas à un moment donné dans la même compréhension des mots et des sujets. Et pour plein de sujets, on travaille là-dessus. C'est le retour à l'éducation populaire. Fondamental. Je pense d'ailleurs qu'une de changement de la victoire de l'ultralibéralisme en France, notamment, c'est aussi une forme de... Ceux qui étaient de l'éducation populaire ont été minorés. Et on s'est beaucoup gargarisé là-dessus. Il faut retrouver le sens de l'éducation populaire. D'éclairer le peuple. Et pas d'assainir l'opinion publique comme on le fait en permanence. Il faut une résistance par l'éducation populaire. Et en fait, le débat prend sens quand tout le monde comprend les mêmes choses. Et il faut prendre le temps de ça. Et un autre élément important, c'est, j'ai plaidé dans un premier bouquin, Faire renaître la démocratie, qu'il y ait pour toutes les séquences démocratiques des ingénieurs du débat public. On a des ingénieurs pour l'assainissement, pour la construction, pour tout, sauf lorsqu'il s'agit de la difficile tâche de construire un consentement progressif, de donner la parole sans que celui qui gueule le plus fort prenne le pouvoir. Donc il y a une vraie technicité. Et imaginez des maires des villages qui sont paysans, qui sont ouvriers, mais ils n'ont pas du tout la capacité d'affronter 100 personnes qui, pour le remembrement, viennent chacun penser son truc. Comment voulez-vous qu'ils travaillent sur cette transitivité du moi-je au nous collectif? Ils sont bouffés par l'adversité. Moi, j'ai des maires qui ont envie d'arrêter, parce que c'est ça aussi, la peur de la participation. Il faudrait qu'on ait de chaque territoire de vie des ingénieurs de débat public. Autre condition, et j'en arrêterai là, c'est le périmètre démocratique. C'est la limite. Faire croire au début d'une séquence que tout est possible, c'est jouer contre la démocratie. Et j'affirme haut et fort que tout processus démocratique a un cadre, des règles et une limite. Je donne un exemple. Lorsque nous avons lancé la réforme qui est venue de l'État sur l'aménagement du temps de l'enfant. Entre nous, moi je pense que
l'enfant reste une variable d'ajustement du monde des adultes, encore aujourd'hui, très largement. Et c'est assez scandaleux. C'est un consensus absolu sur le monde des adultes par rapport aux enfants. Et ça, c'est inacceptable. Je le dis, j'avais une colère en moi, mais c'est horrible. C'est 4 jours. On veut qu'en 4 jours, les gamins, comme des oies à gaver. Bon, quand on a mis en place la séquence, j'avais dit tout est ouvert, sauf 2 choses. 1, je suis un élu de la République à l'époque, et j'applique la loi. Contrairement à d'autres, j'applique la loi. Quand c'est des lois démocrates et républicaines, j'applique la loi. C'est le périmètre sur lequel je ne transigerai pas. Ceux qui sont là, parents, enseignants, à être contre la loi, vous n'avez pas votre place. Je suis un élu de la République. Deuxièmement, c'est une réforme pour l'enfant. Pas d'abord pour les parents, même si on a trouvé toutes les solutions de confort derrière, ou pour les enseignants, j'en suis un et je trouve qu'un corporatisme absolu, et je le dis aujourd'hui avec beaucoup d'amitié que j'ai pour les... J'aurais été un corporatiste aussi si j'étais resté... voilà. Et ni pour les lobbies touristiques. Et quand vous avez dit ça, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé que vous avez élevé le débat public. Et ça, c'est le rôle du politique. C'est la noblesse du politique que de poser sur la table le périmètre démocratique, quitte à en débattre. Et c'est là où je me rends compte qu'il y a l'articulation difficile entre la dimension verticale et la dimension horizontale de co-construction. Voilà. Et donc, pour nous, c'est une démarche très, très intéressante. Quasiment 40 conseils participatifs se sont réunis, donc avec des personnes différentes, sur 40 sujets différents. C'est pas comme les conseils des quartiers, c'est des conseils thématiques qui ont mobilisé 700 personnes de près ou de loin. Sur 13 000 habitants, c'est peu, mais c'est beaucoup quand même. C'est 20 fois plus que le conseil municipal. C'est des gens qui se sont mobilisés. Et j'espère que, et ça c'est invisible, qu'ils ont fait ce bout de chemin qui va de la décentration du jeu, dans lequel tout le système ultralibéral est en train de travailler. Chacun, ce que disait Morin, on n'est pas en train de construire des produits pour les consommateurs. On est en train de créer des consommateurs pour les produits. Et d'une certaine manière, il faut résister à cela. Et donc, la démocratie construction n'est pas autre chose, vous l'avez compris, que le pari qui n'est pas gagné. C'est un pari fou d'une démocratie de fraternité qui invite à relier le dedans et le dehors, le haut et le bas, l'ancien et le nouveau, le je et le nous. En d'autres termes, c'est le sujet de votre session, tout est lié, tout est donné, tout est fragile et tout est politique. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Joe Spiegel, de cette intervention, ce témoignage très riche. Merci de nous avoir rappelé les 3 cultures du développement humain de Jean-Baptiste de Foucault. Je retiens cette citation d'Hannah Arendt. Le pouvoir naît quand les hommes travaillent ensemble. Il meurt quand ils se dispersent. Voilà. Alors, avant de passer la parole à Philippe Lamberts, il y a 1 ou 2 questions, je pense, qui vous sont plus spécifiquement dédiées. La première, c'est comment peut-on laisser l'initiative aux acteurs locaux quand dans le même temps on les cadre par des appels d'offres, des appels à projets. Donc il y a cette tension. Et puis une autre question qui est en lien. Beaucoup de gens dans la session ont été témoins de micro-réalisations très heureuses, annonciatrices de tendances qui devraient prendre de l'ampleur. Mais voilà, cette question de dans quelle mesure les décideurs politiques ont vraiment connaissance de tout cela. Est-ce que finalement c'est ce qui émerge à la périphérie va finir par influencer le centre? La deuxième question. La deuxième question, c'est en gros comment l'expérimentation aux périphéries du système peut venir innerver le centre et quelle conscience en ont les politiques. Sur la dernière question, je pense en effet que les vrais changements viendront des territoires, à condition qu'ils soient dans l'ouverture, dans la perspective globale, dans l'idée qu'on est tous co-responsables de la planète. Mais je pense que c'est là, parce qu'on est auprès des citoyens, qu'on peut faire cette expérience magnifique de faire avec les citoyens. Et donc je crois que on est en train de réfléchir avec des mouvements citoyens, avec quelques communes qui travaillent sur cette question-là, à des fabriques de la transition démocratique. Et j'insiste toujours que ces fabriques ne sont pas des fabriques de programmes. Programme, ça vient tout seul. Et il suffit d'un diagnostic territorial, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui manque, etc. Ce qui manque dans tout ça, c'est d'abord le sens. C'est d'abord le sens. Et pousser à la question au sens, c'est pousser à la question des valeurs, de la signification, de la direction à prendre. Et en ce sens, la démocratie n'est pas neutre. Moi, il n'y a pas un moment où je ne pense pas à une transformation humaniste. Et ça n'a rien à voir avec quand le Front National parle de démocratie directe. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il parle de démocratie directe et pas de démocratie construction. Il s'adresse à une majorité de gens qui a peur, qui instrumentalise les peurs. Mais c'est absolument dramatique et c'est compliqué d'être dans
dans le juste, dans le parler vrai. Très compliqué, et il n'y a pas d'autre choix. Donc je crois en effet que ça va émerger. On sent qu'il y a des discours nouveaux déjà de l'ancien gouvernement et dans ce gouvernement, mais je trouve que c'est plutôt une logique un peu start-up, un peu addition d'avis et pas une vraie co-construction. Et je trouve que c'est toujours une formule de démocratie à la queue leu-leu. On donne un peu d'os à ronger à quelques-uns, puis ça travaille longtemps, on donne aux citoyens, puis après c'est les technocrates qui prennent le relais, et finalement c'est les politiques qui décident. C'est ce que je refuse dans ma commune. Dans ma commune, toutes les démarches sont hybrides. C'est-à-dire que élus, habitants, organisations de plein pied. Donc c'est cette dimension-là de paradigme nouveau démocratique, elle prend son sens, c'est beaucoup capté par des spécialistes, aussi par des professionnels, il faut se garder de la professionnalisation des techniques démocratiques. Il y a un vrai problème d'ingénierie démocratique, mais il faut garder l'idée du sens. Et donc, progressivement aller vers cela. Et ça partira des territoires. C'est en train de se faire. Le deuxième, c'est le pouvoir d'agir. Oui, il faut partir de l'idée que l'équipe municipale en place aura à cœur, en tout cas c'est notre souci, ça fait partie de l'éthique de l'agir public, c'est la congruence de dire ce qu'on fait et de faire ce qu'on dit. Et donc on se présente sur un projet, on essaie de faire ce qu'on a dit qu'on allait faire. Mais il faut garder une part très, très importante, en tout cas significative, à l'émergence d'initiatives qui viennent du terrain. C'est en ce sens qu'avec les États généraux permanents de la démocratie, en 2004, nous avons créé un outil qui est un peu le précurseur des budgets participatifs, qui s'appelle le Fonds d'initiative citoyenne. Ce Fonds d'initiative citoyenne, c'est 5% du budget d'investissement et de fonctionnement pour permettre à qui le souhaite de travailler à l'amélioration du vivre ensemble. Par exemple, j'aurais rêvé, on l'a eu une fois, que des jeunes se réunissent pour travailler avec une ONG en Afrique. C'est dire qu'on donne des moyens ici pour qu'on amène plus de vivre ensemble ailleurs. Ça, c'est le schéma le plus merveilleux. Malheureusement, le plus souvent, ce qui a été fait, mais c'est déjà pas mal, c'est l'organisation d'apéros de quartier avec le Fonds d'initiative citoyenne. La prochaine démarche, on est en train de travailler là-dessus avec l'équipe, c'est comment travailler à ce qu'on soit tous des voisins, non pas vigilants, j'ai horreur de ça, mais des voisins bienveillants. Comment être en amitié avec soi-même pour être en amitié avec les autres et avec ce qui nous dépasse. C'est évidemment utopique, mais je crois que les utopistes réalistes passeront le cap. Et c'est l'idée de garder l'idée qu'on n'est pas propriétaire de ce qu'on fait. On est juste de passage. Je le dis tout en plus, dans 2 ans, ce sera pour moi le cas. Donc c'est l'idée qu'il y a une citoyenneté active qui fonctionne, qui est un potentiel. Plusieurs exemples, des jardins partagés que l'on est en train de mettre en place, un restaurant associatif qui est venu nous voir, une association qui est venue nous voir pour aménager une friche industrielle. On a fait le pari d'allonger 1,5 million de budget d'investissement qui n'était pas prévu dans notre contrat municipal. On l'a fait, c'est magnifique, 17 emplois de créés, un restaurant qui est sur le circuit court, sur le bio, avec une épicerie bio, avec un jardin mis à disposition pour le circuit court et la permaculture. C'est des choses toutes concrètes, mais il faut favoriser ça. Et dans une ville périurbaine, la frustration que j'ai, c'est qu'il n'y en a même pas assez. Alors du coup, on a fait du porte-à-porte en 2015 pour aller dire aux habitants, vous avez plein de possibilités. On a même suggéré 20 projets. Sur 13 000 habitants, 275 personnes se sont inscrits. Et on perd en cours de route. Donc ne croyez pas que c'est gagné. C'est pas vrai de dire que les gens souhaitent participer. Ils souhaitent souvent donner un avis, mais participer, c'est autre chose. Et c'est pas une critique, parce que ça nécessite du temps disponible, ça nécessite une immense rapport à la question du bien commun qui nous dépasse, alors que nous sommes tous biberonnés par 2 choses. L'argent roi, beaucoup, et la délégation de pouvoir. C'est-à-dire qu'on a inventé le bulletin de vote, on l'a sacralisé, ce qui fait que maintenant, le parti le plus fort, c'est les abstentionnistes et les extrêmes. Et donc, il faut, pour réenchanter la politique, il faut donner aux représentants l'occasion de démontrer que ce n'est pas leur affaire et que c'est l'affaire de tous. C'est ça le sujet fondamental. Merci beaucoup. Il y aura d'autres questions tout à l'heure, mais sans plus de rage, je vais passer la parole à Philippe Lamberts pour passer à... On quitte l'échelon qu'il est local et relié au global pour ne pas être un bocal. J'ai bien aimé la formule. Et pour passer à l'échelon européen, Philippe Lamberts. Bien, bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir d'être ici. C'est pas la première fois que je débat avec mon amie Corinne. C'est la première fois que j'entends Joe Spiegel live, on va dire. Et c'est un peu compliqué parce que je ne pourrais pas soustraire un mot, et je suis sincère, à ce que l'une et l'autre ont dit. Donc ce que je vais faire, c'est apporter un éclairage, en effet, sous un autre angle, mais je pense qu'à la fois les valeurs, les objectifs et les méthodes que l'une et l'autre ont développées sont en tout cas des choses que je partage entièrement dans mon engagement politique, dont la boussole, et c'est ça mon point de départ, est l'article 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Vous allez dire, c'est pas très original, tout le monde dit la même chose. J'ai eu ce débat avec mon groupe il n'y a pas longtemps.
tous les êtres humains naissent libres, ils sont égaux en droit et en dignité. Vous avez dit, ben oui, tous les partis démocratiques se réclament de ça. Oui, ils s'en réclament. On va voir ensuite ce qu'il en est. Évidemment, comme chrétien, je ne peux pas ne pas voir le lien avec le message de l'Évangile qui affirme l'égale dignité de tous les êtres humains à la face de Dieu. Et donc, je ne vais pas dire que je revendique au nom des chrétiens l'article 1, mais en tout cas, moi, j'y vois une cohérence qui est rendue explicite par le pape François lors de son premier passage, de son unique passage pour l'instant, en tout cas, à la plénière du Parlement, je crois que c'était en novembre 2014. Et donc, son discours-là est un précurseur de Laudato Si, un discours où, en fait, pour faire simple, il réaffirme face à une assemblée presque au complet la centralité de la dignité de tout être humain, présent et à venir. Donc il y avait évidemment une forte partie du discours qui annonçait Laudato Si. Il y avait une partie importante du discours qui parlait de justice sociale, mais vous allez dire ça c'est aussi dans Laudato Si. Une partie importante du discours qui couvrait la question migratoire et où François annonçait déjà que les deux responsabilités principales des Européens, c'est agir sur les causes qui poussent les gens à quitter leur chez eux et accueillir, en tout cas dans la mesure de nos capacités. Inutile de dire que ce n'est pas vraiment ça la politique européenne aujourd'hui. Mais je reviens donc à Laudato Si. Lorsque Laudato Si sort, j'ai une double réaction, si vous voulez. À la fois, rien de neuf sous le soleil. Je vais dire, les messages de Laudato Si qui affirment à nouveau la centralité de l'être humain. Donc on dit c'est une encyclique sur la planète, c'est pas vrai du tout. C'est une encyclique qui rappelle que si notre objectif est d'assurer les conditions d'une vie digne à tous, eh bien clairement, il y a des enjeux planétaires liés à notre environnement qui sont essentiels. Mais en fait, si vous lisez Laudato Si, c'est une dénonciation, non pas des excès de notre modèle de développement, mais de notre modèle de développement. Donc la thèse centrale de Laudato Si, c'est qu'il nous faut un changement de paradigme. Ce n'est pas les mots qui sont utilisés. On ne nous parle pas de verdir le capitalisme financier. On nous parle bien d'en sortir. Et donc, évidemment, pour un écolo comme moi, génial. Quand il vient en plénière, il est applaudi à tout bout de champ. De manière intéressante, les applaudissements commencent de ce côté-là pour moi. Donc, vous savez que lorsqu'on parle de droite et de gauche dans une assemblée, d'accord, c'est vu du siège du président. D'accord ? Donc les applaudissements et donc les verts se trouvent au centre gauche de l'Assemblée, donc vu du président. Les applaudissements commencent toujours de ce côté-là et finissent dans le camp chrétien-démocrate. Bon, ils doivent aussi applaudir quand même. Mais c'est très intéressant. Et donc musique à mes oreilles que cette encyclique, surtout justement, donc qu'elle parle d'un changement de paradigme, donc elle va au fond des choses. Elle affirme, dans ce concept d'écologie intégrale, l'interconnexion du social et de l'environnemental. Comme le disait Corinne, on ne peut pas séparer les deux. Rendre la planète habitable, c'est pas rendre la planète habitable pour les 1% en Nouvelle-Zélande. C'est rendre la planète habitable pour toutes et tous, aujourd'hui et demain. Parce que c'est une condition de notre existence. Et de nouveau, je m'y retrouve. Donc, à la fois rien de nouveau, mais quel bonheur d'entendre un patron de l'Église catholique qui affirme cela avec force. Pour une fois, je n'ai lu que 2 encycliques dans ma vie, je vous rassure. La précédente, c'était Caritas in Veritate. C'était une commande. On m'avait demandé d'écrire un commentaire de cette encyclique, donc j'ai dû la lire. C'était en principe une encyclique sociale. Et donc, elle intervenait un petit peu après la crise financière. Et je n'ai pas pu ne pas être surpris de voir que le prédécesseur de François a encore trouvé 3 fois l'occasion de parler de morale sexuelle dans une encyclique qui parlait des enjeux sociaux de notre monde. Traduisant en ça une certaine obsession sexuelle de l'Église, au moins François n'est pas tombé dans ce travers-là. Et donc je peux dire que je souscris évidemment à chaque mot de l'encyclique. Une faiblesse peut-être, en tout cas qui a été relevée par certains, c'est sur le plan démographique, où la chose est évacuée assez vite. Je rappelle que notre empreinte écologique est fonction évidemment de la consommation individuelle de chacun,
multiplié par le nombre de chacun. Et donc, ce facteur-là, on ne peut pas le traiter comme quantité négligeable. Mais en fait, le seul message sur le plan démographique de Laudato Si', c'est ne nous cachons pas derrière l'alibi de la démographie pour ne pas remettre en cause le système. Autrement dit, le problème n'est pas qu'il y a beaucoup de monde sur la planète. Le problème, c'est la manière dont une minorité de gens sur la planète consomme les ressources. Autrement dit, il ne suffit pas de dire « Ah, si on était bien moins nombreux, ça serait plus facile ». Parce que quand bien même on serait moins nombreux, de toute manière, notre empreinte écologique dépasse déjà de loin ce que la planète peut supporter. Donc voilà, je vais dire, je n'ai pas attendu Laudato Si' pour faire ce que je fais en politique, et je partage avec Corinne le fait que si je fais de la politique de manière professionnelle, c'est-à-dire avec rigueur, avec engagement, je ne suis pas un carriériste de la politique. J'ai fait autre chose dans ma vie, je ferai encore autre chose dans ma vie. Et je crois que c'est important et je vais expliquer pourquoi. Parce qu'évidemment, lorsque vous avez un Parlement unanime qui applaudit debout le pape François à la fin de sa prestation, on peut quand même se poser la question, mais attends, ce qu'il vient de dire, ce n'est pas exactement ce qu'on voit dans les politiques menées. Enfin, j'ai dit, on observe une explosion des inégalités, pas seulement de revenus, mais les inégalités d'accès à la santé, à l'enseignement, les inégalités de territoire, les injustices climatiques, enfin bon, c'est pas vraiment conforme à ce qu'on vient d'entendre sur la politique migratoire de même, etc. Comment se fait-il qu'ils applaudissent tous debout et c'est quand même pas le résultat qu'on voit? Cherchez l'erreur. Cherchez l'erreur. Puisqu'aujourd'hui, ce qui mène le monde n'est pas la centralité de la dignité de la personne humaine, c'est la centralité du profit. Et je dirais même du profit à court terme pour quelques-uns. Alors, ceux qui défendent cela se rattrapent tout de suite en disant oui, mais c'est en assurant la centralité du profit, même pour quelques-uns à court terme, qu'on assure le meilleur résultat possible pour l'humanité. C'est cette économie du ruissellement auquel le président actuel de ce pays est très attaché. Alors, il ne va pas dire « rendez les riches plus riches, tout le monde en profite », il dira « on ne va quand même pas tirer sur nos premiers de cordée ». J'aurai l'occasion de donner la réplique à Macron quand il viendra en plénière au mois d'avril. Je peux déjà vous dire que je lui rappellerai que dans une cordée, il y a une corde. La corde relie tous les grimpeurs, empêche ceux qui sont en tête de cordée d'aller aussi vite qu'ils ne le voudraient et empêche ceux qui sont en fin de cordée d'être largués. Qu'observons-nous? C'est qu'il n'y a plus de corde. Les 1%, les 0,1%, les 0,01% s'envolent avec leur part du magot et les autres sont laissés pour compte. L'économie du ruissellement, ça n'a jamais existé. Jamais. Mais pourtant, c'est, si vous voulez, ce qui permet, je veux dire, aux majorités d'élus de dormir en paix en se disant, oui, si j'agis au profit des plus riches et des plus grandes entreprises, à la fin, ça profitera à tout le monde, donc je peux me réconcilier avec l'idée que tout ça est conforme à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors pourquoi est-ce qu'une majorité de politique fait une politique opposée à ce qui est écrit dans Laudato Si'? Je dis bien opposée. Je ne dis pas on ne fait pas suffisamment de Laudato Si'. On fait des politiques qui vont dans le sens opposé à Laudato Si'. Pourquoi? On peut dire c'est à cause des lobbies. Et donc je vais poursuivre sur la ligne que Corinne avait engagée. C'est à cause des lobbies. Vous savez, quand je vote, personne ne tient à ma main. Et les textes qui sont adoptés le sont par les élus. Alors pas toujours. Pas toujours. C'est vrai qu'il y a un certain dévoiement démocratique. On pense au glyphosate, par exemple. La décision a été prise dans un comité d'experts mandaté par les 28 gouvernements de l'Union. Donc, les fonctionnaires qui étaient là avaient leurs mains tenues, mais en principe par leur ministre, qui lui, en principe, ou elle, n'a pas sa main tenue par des intérêts privés. Donc du lobbying, bien sûr qu'il y en a. Bien sûr. Mais comme le disait Corinne, c'est pas parce que je vois Frédéric Oudéa, patron de Société Générale, qui me dit qu'il ne faut pas limiter les bonus des banquiers, que je vais suivre son avis. Si je pense que ce qu'il me raconte, c'est du bullshit, je ne vais pas l'écouter. Enfin, je vais l'écouter parce que je suis poli, mais je ne vais pas nécessairement faire ce qu'il me demande de faire. Donc, le problème, c'est bien l'élu. Ça n'est pas le lobby. Mais alors, si c'est l'élu, où se situe le problème? Où se situe le problème? Est-ce que c'est « ils sont tous pourris »
Autrement dit, est-ce un problème de corruption par l'argent? On ne peut pas nier, et on l'a vu dans tous les pays européens, il y a des cas de corruption, c'est évident. Mais j'ai la faiblesse de croire qu'une majorité d'élus, quand je regarde mes collègues au Parlement européen, ne sont pas dans le cas de corruption, je te file du blé et tu votes comme je te demande ou tu déposes l'amendement qui m'arrange. Que ça existe, je pense que c'est le cas. Je ne pense pas que c'est suffisant pour expliquer le tropisme majoritaire en faveur des intérêts à court terme des plus riches. Il doit donc y avoir autre chose. Alors on peut avoir un problème de corruption systémique. Je veux dire, aux États-Unis, une campagne électorale moyenne coûte 10 millions de dollars. C'est le prix moyen, d'une campagne électorale pour le Congrès. Et je rappelle que c'est tous les 2 ans. Ce n'est pas des mandats de 6 ans, c'est des mandats de 2 ans. Le Sénat, c'est des mandats de 6 ans. Mais donc la majorité du Congrès des États-Unis, c'est 435 députés élus pour 2 ans. Si vous devez trouver 10 millions tous les 2 ans, c'est 5 millions par an. Ça n'est pas le crowdfunding qui vous donne ça. Et donc forcément, vous êtes dépendant pour vos campagnes électorales d'intérêts privés et pas de la PME du coin en général. Donc, quelque part, votre vote a été acheté. Et donc ça, c'est ce que j'appelle une corruption systémique. Mais là, j'ai envie de dire qu'en Europe, on n'en est pas là. Mon siège a coûté à mon parti 40 000 €. Donc quand je divise le prix total de la campagne électorale par le nombre d'élus qu'on a obtenus, 40 000 €, c'est quelque chose qui n'exige pas d'aller chercher du financement auprès d'entreprises. Et d'ailleurs, en Belgique, c'est interdit. Donc ça ne peut pas être ça. Il y a des formes de corruption qui sont beaucoup plus subtiles, mais beaucoup plus répandues. Ces formes de corruption résident dans le conflit d'intérêts. Autrement dit, quand vous êtes assistant ou assistante d'un député européen, il vous est interdit par la loi de toucher 1 eurocent, si vous êtes employé à plein temps bien sûr, de toucher 1 eurocent pour n'importe quelle autre activité rémunérée. C'est interdit, c'est aussi simple que ça. Donc vous êtes payé à plein temps par le Parlement européen pour être mon assistante, eh bien, vous ne pouvez pas gagner 1 euro à faire autre chose. Moi, comme député, aucun problème. Je peux gagner autant que je veux, du moment que je ne suis pas maire d'une grande ville, député national, etc. Il y a des interdictions de cumul, mais je peux siéger dans 1, 2, 3, 10 conseils d'administration, d'accord, et être député européen en même temps, d'accord. On peut même être lobbyiste et député européen. Et si vous regardez les interdictions de cumul au niveau européen ou au niveau national, c'est du même tonneau. Et on va dire, oui, mais enfin, si vous voulez avoir des gens d'expérience, qui ont une expérience de la vie réelle, vous comprenez, il faut leur permettre de faire autre chose. Moi, je crois à la séquentialité, pas au parallélisme. Quand on est député européen, national, quoi que ce soit, on est payé plein temps pour faire le boulot, et donc on ne fait pas autre chose. Quand mon collègue Guy Verhofstadt, président du groupe des libéraux au Parlement européen, siège dans 4 conseils d'administration et, selon les fourchettes de rémunération qu'il donne, gagne jusqu'à 3 fois son salaire de député européen ailleurs, on peut quand même se dire qu'il y a un vrai conflit d'intérêts. Ça sont les conflits d'intérêts instantanés, en parallèle, et puis il y a les conflits d'intérêts séquentiels. Barroso est un bon exemple. Je ne vais quand même pas mordre la main qui pourrait un jour me nourrir. Autrement dit, si je veux aller pantoufler après mon mandat dans une grande entreprise, il faut peut-être que je serve les intérêts de la grande entreprise. Ça, par contre, c'est beaucoup plus répandu. Mais j'ai encore envie de dire que les élus qui sont dans cette catégorie-là ne sont pas majoritaires. Ce n'est pas suffisant que pour expliquer l'abandon d'une majorité de décideurs politiques aux thèses de la religion en vigueur aujourd'hui. Et c'est cette religion néolibérale dont je détaillerai dans un instant quels sont les dogmes fondamentaux. Je pense qu'il s'agit d'abord d'aveuglement collectif. Et là, je suis absolument convaincu qu'on en est arrivé à un point où, non pas la professionnalisation de la politique, parce que de nouveau, professionnaliser n'est pas un vilain mot, mais la carriérisation de la politique, a créé une classe politique hors sol. Je me rappelle l'ancienne Assemblée nationale avant la vague Macron, 80% des élus n'avaient jamais rien fait de leur vie que ça. Quand vous sortez de l'école, vous devenez assistant parlementaire, conseiller d'un parti, conseiller ministériel, que sais-je encore, et puis que vous faites le cursus honorum, et que vous n'avez jamais fait l'expérience d'un travail de terrain, je ne dis pas que les élus ne font pas de travail de terrain, entendez-moi bien, mais en tout cas, d'un travail où vous avez d'abord dû obtenir un emploi dans le privé ou dans le public, peu importe, mériter votre rémunération, connaître l'expérience du terrain et de la précarité éventuelle
d'un CDI, ou même, enfin, d'un CDD certainement, ou d'un CDI, eh bien, je pense que on observe que la représentation est capturée par une caste. On parle même sans y faire attention, de classe politique. Comme si les représentants devaient constituer une classe à part des représentés. Et pour vivre dedans, je peux vous dire qu'il y a moyen de passer sa vie matin, midi et soir dans cette bulle. Et si dans cette bulle, tout le monde, je vais dire les experts économiques, les ministères des Finances, les banques centrales, enfin, tous ceux dont la vie compte, vous disent la même chose, c'est que ça doit être vrai. Et surtout, si tous vos prédécesseurs ont dû leur carrière à avoir adopté cette religion, ben vous allez dire, je vais évidemment pousser dans le même sens. Et donc, pour moi, c'est un phénomène d'abord d'aveuglement collectif face à ce qui est devenu aujourd'hui la religion dominante, c'est cette religion néolibérale qui est l'antithèse même de Laudato Si, et qui pose comme principes fondamentaux, le fait que la société n'existe pas. Nous sommes une somme d'individus. Des individus mus par une seule chose, c'est la maximisation de leur fonction d'utilité. S'il y a des économistes ici, ils savent de quoi je parle. C'est la manière dont on appelle la maximisation de l'intérêt personnel dans la théorie économique néoclassique qui fournit le substrat pseudo-scientifique à la religion dominante. Nous ne serions mus donc que par la maximisation du moi-je, de ma fonction d'utilité, et dans cette fonction d'utilité ne rentrent comme ayant de la valeur que des choses sur lesquelles on peut mettre un prix. Si une relation sexuelle a un prix, elle peut rentrer dans ma fonction d'utilité. Si elle n'a pas de prix, elle n'a pas de valeur. Si je peux faire garder mes enfants par des tiers et payer pour quelque chose, ça rentre dedans. Et donc c'est évidemment, vous reconnaissez là, l'absolutisation du produit intérieur brut comme mesure, non pas de la performance économique, mais du bien-être. Aujourd'hui, quand on dit la croissance, on entend bien-être. Mais donc, nous sommes une collection d'individus mus par la maximisation de notre fonction d'utilité personnelle, que la concurrence libre et non faussée de chacun avec tous va produire l'optimum pour la société, enfin pour le groupe d'humains dont il est question. Que, dans ce contexte, rendre les riches plus riches ou les grandes entreprises plus puissantes profite à tous. Autrement dit, cette économie, ce dogme de l'économie du ruissellement, qu'une croissance infinie est possible dans un monde matériel fini. Autrement dit, qu'il n'y a pas de contraintes biophysiques qui nous sont posées par la nature. Autrement dit, il n'y a pas de limite à l'inventivité humaine. Les économistes vont mettre alors un paramètre opportunément appelé progrès scientifique et technique pour ne pas avoir à expliquer comment on fait pour rester dans l'enveloppe physique de cette planète. Et enfin, que plus vite et plus grand, c'est forcément mieux. Et ça reste le discours de cette religion dominante dont les prêtres ne sont plus les clercs des églises chrétiennes qui ont fourni pendant des siècles la justification morale au pouvoir des puissants. Ils ont été supplantés dans ce rôle et c'est très bien. Et je pense que François est le premier pape qui clairement s'inscrit, je pense, dans cette ère. On fait un atelier ensemble avec frère John à TT. Il disait c'est le premier pape de l'époque post-constantinienne, c'est-à-dire de l'alliance du sabre et du goupillon. On en est et du pouvoir économique évidemment. Aujourd'hui, les prêtres de cette pensée unique, ce sont évidemment les économistes néoclassiques que vous entendez matin, midi et soir sur les ondes, qui peuplent les ministères des Finances, les banques centrales, les conseils d'administration, la direction des grandes entreprises, donc formés dans les facultés de sciences économiques et dans les business schools un peu partout dans le monde, autant d'endroits où tous ces dogmes que j'ai évoqués sont pris pour des vérités révélées. Et donc, c'est là que se trouve le problème. Nous ne nous trouvons pas dans un débat rationnel. Parce qu'évidemment, je veux dire, il est évident pour tous que la quantité de ressources disponibles sur cette planète est limitée physiquement, que le climat est en train de se transformer profondément. Il est assez difficile de défendre que ce n'est pas à cause des activités humaines sur cette planète. On peut démontrer que l'économie du ruissellement, si elle fonctionne, défie les lois de la gravité. Autrement dit, le ruissellement va des pauvres aux riches. On peut le démontrer. Je veux dire, c'est observable. Je veux dire, Piketty et consorts démontrent tout cela. Donc, si
la politique était dirigée par les faits, en tout cas s'appuyer sur le réel pour le transformer, ça se saurait. Ça se saurait. Et donc, ce à quoi on a affaire n'est pas un débat rationnel sur comment faire pour le mieux pour que chaque être humain présent et à venir puisse vivre bien, c'est un débat de type religieux. Et je dis souvent, au risque d'être choquant, que pour un être humain, changer de métier, changer de ville, changer de conjoint, changer de marque préférée de cigarette ou de voiture, c'est assez facile. Changer de religion, c'est beaucoup plus difficile. Parce que on touche là à l'identité, en l'occurrence ici des décideurs politiques et économiques. Et je ne vois pas facilement quelqu'un qui a cru, parce qu'on parle bien de... On m'a dit, mais vous ne croyez pas à la croissance? Je dis, il ne s'agit pas de foi, il s'agit juste de poser qu'il y a des limites physiques à ce qu'on peut faire sur cette planète, et qu'une croissance matérielle infinie dans un monde fini est une impossibilité thermodynamique. Ça, c'est juste la science qui nous l'apprend. Et donc, oui, mais vous devez croire au génie humain. Ouais, ok, je crois au génie humain. Jean-Claude Trichet, qui était patron de la BCE à l'époque, Banque Centrale Européenne, quand je lui disais, oui, mais enfin, comment est-ce que vous faites pour prendre en compte, en matière énergétique, les limites physiques de ce qu'on peut faire sur cette planète? Il dit, j'ai foi dans le progrès humain et je pense, donc il passe de la foi à la pensée, que la fusion nucléaire nous tirera d'affaire. Autrement dit, je m'en remets à un article de foi pour n'avoir pas à traiter d'une contradiction dans la religion qui est la mienne. Et c'est ça, c'est une forme de pensée magique. Et face à cela, c'est très difficile parce que ceux qui aujourd'hui sont dans des positions de pouvoir les doivent à avoir été des fidèles soldats de cette religion dominante. Et pour eux, admettre que, en fait, tout cela est une fiction, c'est quelque part se nier soi-même. Et c'est là que se trouve la difficulté. Et c'est là que les débats deviennent très vite agressifs. Parce qu'on touche là à quelque chose de très sensible, c'est ce à quoi j'ai toujours cru. Et donc, je suis d'accord avec Joe Spiegel pour dire que... Enfin, j'aime bien utiliser l'image de la tenaille. Si on veut changer de modèle de développement, je ne pense pas que ceux qui disent que... Donc, je ne crois pas au changement top-down, autrement dit que il n'y a qu'à avoir les bons décideurs politiques là en haut et les bonnes décisions politiques suivront. Ça n'est pas suffisant. Mais ça n'est pas non plus suffisant de dire il n'y a qu'à avoir des associations de citoyens, des pouvoirs locaux qui engagent le changement et ça va résoudre le problème. Pour moi, c'est l'articulation des deux bras de la tenaille, le top-down et le bottom-up. Autrement dit, la société ne se change pas par décret, mais l'action de terrain se heurte très vite aux contraintes posées par le système néolibéral qui dirige aujourd'hui le monde, en tout cas notre monde développé, mais je dirais même le monde entier. Je dis, l'injustice, on va prendre des revenus, l'inégalité de revenus. Bien sûr qu'on peut faire des choses au niveau local, mais les lois fiscales, elles ne sont pas adoptées au niveau local. Elles sont adoptées au niveau national, et en réalité, si on veut vraiment avoir barre sur les choses, il faudrait pouvoir agir au niveau européen, au moins continental, si vous voulez. Et donc, je ne suis pas de ceux qui ne prêchent que l'action macro, mais je pense que l'action micro ne suffit pas. La question, c'est comment articuler. Quand vous avez une tenaille, ce sont deux pièces qui sont unies par une articulation. Vous avez les deux bras de la tenaille séparément, vous ne savez pas faire grand-chose avec. Vous les articulez l'un à l'autre, vous avez un bras de levier, enfin une force d'autant plus grande que chacun des deux bras est long. Ça vous donne un bras de levier plus important. Et c'est à ça, me semble-t-il, qu'il faut travailler si on veut faire aboutir, en tout cas advenir, le monde que nous dessine Laudato Si. Voilà. C'est peut-être pas un hasard si c'est ici qu'on se retrouve pour débattre de ces enjeux à partir du moment où les enjeux sont religieux. On l'entend. Peut-être parmi les questions qui sont remontées des journées précédentes, certaines vous sont plus particulièrement destinées, notamment celle sur le libre-échange. Alors peut-être nous direz-vous que ça fait partie de cette religion, les vertus du libre-échange. Comment l'encadrer pour en limiter les conséquences sur les populations fragiles?
Le protectionnisme est devenu une espèce de gros mot dans le débat public. Voilà, qu'est-ce que ça vous inspire? Alors, oui, sur l'importance des mots, libre et échange, ça sonne quand même bien. Commerce débridé, ça sonne beaucoup moins bien. Non, mais je dis, c'est comme ça pour beaucoup de choses. Charge sociale, ça sonne mal. D'accord? Cotisation sociale, ça fait déjà penser à toute autre chose. Mais on désigne bien la même chose. Les mots qu'on utilise sont hyper importants parce qu'ils véhiculent le regard qu'on a sur la réalité. Évidemment, je me rappelle d'un échange récent où Cecilia Malmström, la très francophone commissaire européenne au commerce, elle vient au groupe des Verts au Parlement européen et je lui pose la question, mais bon, oublions un instant la question de savoir si le commerce international profite ou non aux grandes entreprises versus les petites. Une chose est sûre, c'est qu'une tonne supplémentaire qui fait 1 kilomètre supplémentaire, ça augmente notre empreinte écologique, on est bien d'accord? Oui. Et que notre empreinte écologique dépasse déjà les capacités de renouvellement de la planète, puisque chaque année, à 2/3 de l'année, quelque part au mois d'août, on atteint ce qu'on appelle la date du dépassement, le moment où on consomme plus de ressources que ce que la planète a pu produire en une année. Oui, oui. Et donc, comment est-ce que vous réconciliez votre envolée vers toujours plus d'accords de libre-échange, dont vous dites vous-même que l'objectif est d'augmenter les flux commerciaux, avec cela? Réponse. Oui, mais enfin, le libre-échange, c'est quand même bien, non? Je vous jure, niveau 2e primaire. 2e primaire. C'est incroyable. Et c'est là que vous vous dites que finalement, les représentants du peuple reflètent assez bien le peuple. Il y a la même proportion d'intelligents et d'imbéciles. Elle fait malheureusement partie de la 2e catégorie. Et je lui répéterai devant elle. Devant elle, j'ai pas peur. C'est quelqu'un qui croit à la religion. Et c'est un exemple parfait. Alors, elle a une formation en histoire. Elle devrait quand même connaître un petit bout là-dessus, mais voilà. Et donc, c'est vous dire, donc c'est la responsable européenne de la politique commerciale. Et je rappelle que les traités de libre-échange sont une compétence exclusive de l'échelon européen. Alors, parfois, au titre de traité de libre-échange, on se mêle de compétences qui sont celles encore des États membres. Par exemple, la fameuse protection des investisseurs. Mais aujourd'hui, c'est une des politiques qui est vraiment compétence exclusive de l'Union. Donc, c'est vous dire si c'est important. La foi aveugle dans cette idée que le commerce, c'est bon. Et quand on dit, oui, mais attendez, expliquez-moi un instant. Donc, en Europe, on produit trop de viande. Autrement dit, plus de viande que ce qu'on est capable de consommer. De toute façon, il va falloir en consommer moins parce que si on veut nourrir toute la planète et permettre à chacun de vivre dignement, il va falloir passer de 2/3 de protéines animales et 1/3 de protéines végétales à l'inverse. 1/3, 2/3. Donc, et vous nous dites, c'est bien d'aller signer un accord avec le Canada, et je vous parle du Mercosur, donc les pays d'Amérique latine, qui prévoit des quotas d'importation de viande canadienne en Europe d'animaux aussi exotiques, non pas le panda, mais le bœuf et le porc, 120 000 tonnes par an, donc qui arriveraient en plus du Canada sur un marché déjà sursaturé. Vous pouvez m'expliquer? Oui, mais c'est quand même bien le commerce. Parce que comme ça, les gens ont le choix entre du bœuf de, je ne sais pas moi, de France et du bœuf du Canada. C'est quand même bien, non? Elle vous dit ça comme ça. C'est bien. C'est bien. Donc, quelle est notre vue là-dessus? Moi, je ne suis pas contre le commerce. Absolument pas. Je ne suis pas contre le marché non plus, du reste. Je veux dire, je n'ai pas envie d'acheter tous les biens et services dont j'ai besoin auprès d'une administration publique. Ça n'est pas mon modèle. Mais je crois qu'en absence d'une démocratie mondiale, à laquelle j'aspire, je le dis tout de suite, capable de fixer de manière démocratique donc des règles pour tous les citoyens de la planète, nous avons des démocraties au niveau local, au niveau régional, au niveau national, et on essaye de faire, depuis quelques décennies, un embryon de démocratie transnationale au niveau de l'Union européenne. C'est un prototype extrêmement fragile. Tant que nous n'avons donc pas une démocratie mondiale, nous avons des démocraties au niveau sous-mondial, et donc entre elles,
nous avons des frontières. Et frontière n'est pas un vilain mot pour moi, parce qu'il délimite les limites physiques de l'espace dans lequel s'exerce la juridiction démocratique. Autrement dit, jusqu'aux frontières de l'Union européenne, ce sont les lois de l'Union européenne qui s'appliquent. Et nous voulons qu'elles s'appliquent, parce que nous avons décidé que, par exemple, on ne veut pas de tel poison ou d'OGM ou que sais-je encore. Et donc nous voulons, comme nous voulons être capables de décider pour nous, c'est clair que cette juridiction démocratique s'exprime dans un cadre physique délimité par des frontières. Est-ce à dire pour autant que les frontières doivent être fermées? C'est là de nouveau qu'on trouve des positions différentes selon les sujets qu'on aborde. Libre circulation du capital, c'est un dogme. L'argent devrait pouvoir circuler librement et sans contrainte au travers des frontières. Ce qui, évidemment, on comprend évidemment pourquoi, mais ce qui, d'emblée, pose la souveraineté du capital comme supérieure à la souveraineté démocratique, puisque le capital, lui, ne connaît pas de frontières. Mais la souveraineté démocratique, elle, devrait s'arrêter aux frontières de l'espace, de son espace juridictionnel. Les marchandises, elles doivent pouvoir circuler, et le but de ces traités de libre-échange, c'est évidemment de leur permettre de circuler le plus librement possible. Abattons les frontières. De nouveau, quand vous écoutez les turiféraires du libre-échange, ils vont vous dire « abattons les barrières au commerce ». Je dis, à nous qui sommes épris de liberté, abattre barrières, ça sonne bien. Quand on vous demande, oui, mais au fait, c'est quoi ces barrières spécialement non tarifaires au commerce? De quoi parle-t-on? De normes de protection sociale, environnementale, de normes fiscales, etc. Si je vous dis abattons les protections, vous avez un réflexe, ah non. Si on vous dit abattons les barrières, c'est chouette. Et donc, de nouveau, ce n'est pas un hasard s'ils utilisent cette terminologie-là, mais c'est bien de ça qu'il s'agit. Donc, il faudrait que l'argent, les biens, les services puissent circuler tout à fait librement dans le monde. Il y a juste les gens. Ça, on voudrait bien qu'ils ne circulent pas librement. Drôle de hiérarchie, n'est-ce pas? Et donc, je suis personnellement pour que l'argent, les gens, les biens, les services puissent traverser les frontières, simplement aux conditions que nos démocraties auront fixées. Autrement dit, oui, des biens chinois, des bananes colombiennes peuvent rentrer en Europe, bien sûr, pas de problème, pour autant qu'elles satisfassent aux conditions que nous fixons. Et en Europe, de nouveau, on touche là à quelque chose de quasi religieux. Il y a cette foi, donc, que j'illustrais avec la pauvre Cécilia, de foi aveugle dans le commerce. Et en effet, protectionnisme est vu comme un vilain mot. Vous êtes isolationniste. Protectionniste égale national-chauviniste. Non. Je veux dire, on peut vouloir protéger la santé, la dignité humaine, l'avenir de la planète et que sais-je encore, et ces normes de protection, on veut qu'elles s'appliquent. Et de nouveau, il faut éviter d'être nationaliste en disant d'office, tout ce qu'on fait ici protège et tout ce qui est fait là-bas ne protège pas. Je rappelle que les normes d'émission de véhicules sont beaucoup plus strictes aux États-Unis, en particulier en Californie, qu'elles ne le sont en Europe. Le scandale Volkswagen coûte plus cher à Volkswagen là-bas qu'ici. Donc, ne fermons pas les yeux sur le fait que d'autres puissent avoir de bonnes idées. Mais à nouveau, faisons en sorte que lorsqu'il y a commerce, ce soit en respectant les normes. Et je dirais aujourd'hui, s'il faut des accords commerciaux, l'objet de ces accords commerciaux doit être d'abord et avant tout l'élévation des normes. Moi, je ne suis pas contre le fait qu'on harmonise les normes pour autant que ce soit vers le haut. D'accord? Mais aujourd'hui, ce n'est évidemment pas à ça qu'on assiste. Ce à quoi on assiste, c'est maximisons les flux en mettant en concurrence les systèmes de protection fiscale, sociale, environnementale, etc. Parce que la mise en compétition de ces systèmes les uns avec les autres sous l'arbitrage du capital ne peut se faire que vers le bas, pas vers le haut. Et donc c'est pour ça qu'il faut non pas supprimer le commerce international, mais en inverser complètement la perspective, avec pour but d'harmoniser les normes vers le haut et de réduire les flux. Parce que de toute façon, les flux nets actuels sont beaucoup trop importants. Quel sens a d'importer en Europe de la poudre de lait fabriquée en Nouvelle-Zélande, qui est l'endroit le plus éloigné, puisque si on va plus loin, on est plus près. Il n'y a pas moyen d'aller plus loin sur cette planète. Donc quel sens ça a?
Mais la question du sens, visiblement, échappe à beaucoup de décideurs politiques, et d'autant plus qu'ils ont été longtemps hors sol. Merci Philippe Lambert. Vous nous avez beaucoup parlé des ressources limitées. Il y a une ressource qui est limitée aussi, c'est le temps. On n'aura pas le temps de prendre toutes les questions. Je voudrais quand même vous entendre tous les deux, peut-être en commençant par Joe Spiegel, sur ces tensions quand même qui existent entre développement économique et sauvegarde de l'environnement. Comment articuler les politiques pour qu'elles soient cohérentes? On voit bien, alors on nous a pas de chantage à l'emploi, mais l'emploi est quand même bien souvent aussi une réalité. Donc comment vous appréhendez ça peut-être à l'échelle d'un territoire déjà? Je pense qu'il faut prendre l'habitude de mettre autour de la table les différentes ressources et accepter la diversité. Et c'est le sens de deux projets que nous menons depuis maintenant 10 ans. J'en ai parlé, ce plan climat, air, énergie territoriale. Il était hors de question d'être dans une dimension descendante. Il fallait mobiliser l'ensemble des ressources. Et évidemment, on a créé les conditions d'un débat qui associe tous les acteurs. Nous avons créé un conseil participatif dans la philosophie, dont j'ai rappelé la philosophie tout à l'heure, qui associait des gens très très différents. Et j'ai vu à quel point on est capable, lorsqu'on inscrit le dialogue dans la durée, lorsqu'on fixe un périmètre démocratique, c'est-à-dire comment mobiliser un territoire, comment des gens aussi éloignés qu'Alsace Nature, par exemple l'association chez nous très militante, mais aussi avec EDF, Engie et d'autres, comment on a trouvé l'occasion au moins d'échanger pour ensuite se mettre d'accord sur un plan d'action qui a fait l'objet de nombreuses discussions pendant 18 mois et qui a débouché sur un plan d'action retenu à l'unanimité par le conseil d'agglomération que je présidais à l'époque. Loin de moi de l'idée de dire qu'on a converti EDF à la pensée d'Alsace Nature, mais on a su progresser. Et d'une certaine manière, ça m'a amené à une position de ne pas être où. C'est à la fois se désengager de l'énergie fossile, c'est multiplier les occasions d'énergie renouvelable. Et donc c'est un discours à la fois mobilisateur, et c'est en ce sens qu'on soit bien que dans notre pays, qu'on ne sait pas anticiper parce qu'on ne sait pas dialoguer. Fessenheim, c'est juste incroyable comment un président a pu annoncer la fermeture sans avoir préparé, et c'est les deux, je pense qu'à peu près la même démarche, sans avoir préparé le territoire avec l'ensemble des acteurs et d'avoir laissé se susurrer la peur du maire de Fessenheim, des commerçants de Fessenheim, comme s'ils étaient l'alpha et l'oméga de la question. Il faut la prendre en compte. C'est comme quand j'organise une réunion sur un projet, vous avez toujours une part de NIMBY, not in my backyard. Pas chez moi, on peut le faire ailleurs, mais pas chez moi. On peut fermer l'énergie nucléaire ailleurs, mais pas à Fessenheim. C'est impressionnant. Donc il faut qu'il soit là, mais en même temps, il faut fixer un cadre. Et c'est là qu'il manquait à la fois une vraie volonté politique et en même temps la méthode pour y arriver. Alors j'espère que le Cornu est en train de travailler un peu autrement, mais j'ai l'impression que la culture de la construction démocratique n'est pas là. Et ce qui fait que ce pays est irréformable, pour reprendre le problème du président Macron, mais parce qu'il n'y a d'abord pas de volonté politique réelle. Je trouve c'est scandaleux. Je vis à 30 km de Fessenheim. J'ai toujours dit que la fermeture de Fessenheim devrait être posée comme une chance pour l'Alsace. Mais d'une chance, à condition que, comme on l'a fait pour la reconversion du bassin potassique, j'avais présidé une petite communauté commune de 12 communes, qui accompagnait la reconversion d'un territoire qui produisait de la potasse. Eh ben, je peux vous dire qu'on a eu des réactions des mineurs en disant on va creuser encore pour avoir dernier tonne de... Non, c'était pas possible, c'était déficitaire, etc. Et on a créé une dynamique autour du contrat de plan État-région, des aides européennes qui ont été essentielles, de l'entreprise minière et chimique, des syndicats, des élus locaux, et on a travaillé sur une stratégie d'anticipation de la fermeture. Certains syndicats ultra continuent à dire que c'était un échec. Moi, je dis qu'il n'y a pas eu une personne qui a été au chômage. On a recyclé sur le plan social. On a mis la reconversion dans l'idée, dans la perspective d'un développement durable, d'où l'importance de rassembler les 12 communes autour de la ville-centre Mulhouse, qui était exsangue, ignorée de tous, parce que c'est une ville de mixité sociale, de mixité ethnique, et que tout le monde avait peur de ça. La ville-centre va nous bouffer, puis il y a les Arabes, entre guillemets, j'ai entendu ça. On a rassemblé tout cela pour être plus forts ensemble. Donc je pense qu'on ne sait pas anticiper, parce qu'on ne sait pas dialoguer, parce qu'on ne pose pas la question de l'ingénierie démocratique, comment avancer. Et je pense que la fermeture de Fessenheim, ça aurait dû être abordé. Alors on a aussi l'approche démagogique d'un certain nombre d'élus
qui pense juste à être élu. Donc l'idée, c'est de dire, bah oui, Fessenheim, c'est un scandale, il ne faut pas fermer. C'est le manque de courage politique. Et ça, c'est flagrant. Il fallait dire, mais non, c'est une chance. Mais j'ai toujours dit que la reconversion de bassin potassique était une chance. Si vous commencez par dire la peur, vous allez submerger les gens de la peur. Et ça, moi, je vois depuis que je suis en responsabilité, le puissant levier de frein au changement, c'est la peur. Et c'est là-dessus que les populistes travaillent. Et donc, nous, il faut au contraire dire, oui, il y a des changements, mais regardez la chance que ça peut donner. La chance en matière de recettes nouvelles, de faire de l'Alsace une région pilote en matière d'efficacité énergétique. On a travaillé sur ce créneau. On est en train de former des artisans, des groupements d'artisans pour éviter les passoires thermiques qui existent aujourd'hui. Petit à petit, on avance. Il aurait fallu des crédits pour la substitution énergétique, que EDF mette la main à la pâte pour reconvertir le territoire. Faire confiance aux habitants en disant, là, on sera sur un sujet de démantèlement, une recherche, action sur le territoire. On aurait pu faire tout cela. Donc je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'hybrider les ressources. Et je pense que les gens, au fond, ils sont capables de progresser, de sortir de l'entre-soi. Ça, c'est une autre dimension. J'écrirai un bouquin là-dessus. C'est-à-dire qu'au fond, même je le vois même chez les agro-acteurs, à un moment donné, au lieu d'aller plus loin pour toucher plus de monde, ils se réjouissent de l'entre-soi. Et une des fiertés qu'on aura eues dans le bassin potassique, c'est être capable de nous saborder pour rassembler l'agglomération, sortir de l'entre-soi où on est bien entre nous, dont je savais qu'on ne pourrait pas servir davantage les habitants et construire des infrastructures durables, sortir de l'entre-soi pour faire avec les autres. Donc il y a tout un paradigme démocratique qui doit suivre un paradigme écologique. Et je pense qu'il n'y a pas de haute qualité environnementale et donc de haute qualité humaine sans haute qualité démocratique. Et c'est ça le changement en profondeur. Merci beaucoup. Peut-être à l'échelon européen, quand on a un pays comme la Pologne qui peine à sortir du charbon à la fois pour protéger ses mineurs et à la fois pour maintenir une forme d'indépendance énergétique vis-à-vis de son puissant voisin russe, quelles instances d'arbitrage au plan européen, quelles instances de dialogue pour dépasser ces tensions ? Sur la question de la politique énergétique, on n'en a pas, tout simplement parce que le mix énergétique reste une compétence purement nationale. Donc la France peut dire, moi je mets tous mes œufs dans le panier nucléaire, comme la Pologne peut dire, je mets tous mes œufs dans le panier charbon, et l'Union européenne n'a absolument rien à dire là-dessus. La question, et je suis de nouveau d'accord avec Joe Spiegel pour dire, mais il faut faire voir ce que un futur possible et désirable. Quand je parle de la transition énergétique en Pologne, je parle justement d'indépendance énergétique. Je pense au potentiel d'énergie renouvelable du pays qui s'appelle la Pologne et qui est important, peut-être pas tellement dans le solaire, mais en tout cas certainement dans l'éolien, dans la géothermie et des choses comme ça. Donc, il faut faire voir. En effet, la peur est le levier le plus facilement actionnable en politique. Et donc, je veux dire que si vous voulez vous faire un nom en politique, c'est susciter les peurs et caresser les peurs dans le sens du poil pour pouvoir ensuite vous présenter comme celui qui va protéger le citoyen. Je veux dire, c'est le comportement politique le plus fréquemment vu. De ce point de vue-là, même si vous avez bien compris, je ne suis pas du bord d'Emmanuel Macron, au moins il a fait voir pendant la campagne un avenir positif et désirable pour la France. Et ça, je pense que ça explique aussi un certain engouement autour de lui. Alors maintenant, on verra si cet engouement se maintient, et on peut avoir quelques doutes, mais au moins utiliser le ressort de la confiance et de l'espérance plutôt que le ressort de la peur est absolument crucial. Maintenant, sur la question du chantage à l'emploi. Aucune loi écrite dans les reins de la science économique ne confirme que pour que tous les êtres humains puissent mener une vie digne et donc disposent de tous les biens et services dont ils ont besoin, chaque être humain doit travailler 40 heures semaine, 48 semaines par an, 47 ans de sa vie. Je veux dire, c'est pas comme s'il y avait une quantité de travail déterminée par Dieu et qu'il fallait que tous les êtres humains travaillent donc. Donc, autrement dit, faire de l'activité économique, comme le disait Edgar Morin, enfin créer la demande qui va absorber les produits qu'on produit, et ces produits, ils ont besoin d'êtres humains pour être construits, de moins en moins, soit dit en passant, ça n'a aucun sens. La bonne nouvelle, et de nouveau, c'est une bonne nouvelle. Aujourd'hui, pour créer plus de richesses, on a besoin de moins de travail humain. Alors je pense qu'on est allé très loin dans des logiques productivistes dans l'enseignement, dans la santé. En fait, on voit que quand on met plus d'humains, le résultat est meilleur. Mais évidemment, ça coûte plus cher. Donc, cette logique de la
l'accroissement de la productivité n'a pas de sens dans tous les secteurs, mais en tout cas dans la production des biens matériels, c'est évident, et d'une partie des services, c'est évident qu'on a besoin de moins de travail. Mais est-ce qu'on ose repenser de manière systémique de nouveau? Peut-être que, vu qu'on crée beaucoup de richesses, donc à un moment, je veux dire, l'être humain, il a assez, je veux dire, on peut avoir un frigo à la maison, on peut peut-être en avoir 2, mais on ne va pas en avoir 10. Et on ne vit pas mieux si on en a eu 10 sur sa vie que si on en a eu 2 sur sa vie. Du moment qu'on en a un à la maison, c'est bon. Donc, je dis, cette idée qu'à un moment, il y a assez, ça parle. Et donc, pour produire ce dont on a besoin, eh bien, puisqu'on est capable de produire beaucoup de richesses avec relativement moins de travail humain au XXIe siècle qu'au XXe et moins au XXe qu'au XIXe, eh bien, c'est plutôt une bonne chose puisque les êtres humains sont moins asservis à la partie asservissante du travail. Il y a une noblesse au travail. Je veux dire, le fait de contribuer à ce que chacun puisse mener une vie digne, je trouve ça plutôt excitant. Mais comment est-ce qu'on fait alors pour redistribuer le travail et les revenus de manière plus équitable? Est-ce qu'on se donne l'audace de penser à un système un peu différent? Est-ce qu'on pense que c'est vraiment impossible? J'ai envie de dire, vous savez, au XIXe siècle, les idées de sécurité sociale, au XXe siècle, l'idée de la TVA ont souvent rencontré « Mais vous êtes fous, vous allez casser l'économie !» Aujourd'hui, quand on dit « on pourrait tous travailler peut-être 20 heures », ou en tout cas, en moyenne 20 heures sur la durée de la vie, peut-être certaines années 40 heures, certaines autres pas du tout. D'accord? Et faire autre chose, se former, faire du bénévolat, enfin que sais-je encore. Il faut peut-être aussi sortir du cadre hebdomadaire pour penser l'équilibre entre travail, loisirs, contribution libre à la société, etc., etc. Mais est-ce qu'on se donne cette audace-là? Oui ou non? Ça, c'est la vraie question. Et là, on commence à faire voir un futur désirable. Parce que les gens qui aujourd'hui ont un travail à plein temps, je viens d'IBM, j'ai vu de l'intérieur la mondialisation néolibérale. J'ai vu ce qu'elle produisait comme asservissement, comme abêtissement du travail. On parle des bullshit jobs aujourd'hui. Combien de mes anciens collègues IBM aspirent à faire autre chose, à ne pas travailler pour donner l'impression de travailler? Parce que finalement, c'est beaucoup ça. Donc voilà, je crois qu'il faut refuser ce chantage à l'emploi. Et alors, on va vous dire, oui, mais on est dans la compétition internationale, et si nous, on ne court pas aussi vite que les autres rats, on sera vu. Et on revient à la question du commerce international. Eh bien, si nous voulons faire les choses différemment, il faut que, quand des biens, des services, de l'argent viennent de l'extérieur, eh bien, ils répondent à des normes qu'on fixe ici. Vous êtes les bienvenus sur le marché européen à ces conditions-là. Ça ne vous intéresse pas, vous ne rentrez pas. Et là, vous évitez une concurrence déloyale sur le plan social, fiscal ou environnemental. Merci beaucoup, Philippe Lambert. Autour de ces questions audacieuses sur la place du travail, on vient de sortir un numéro qui s'appelle « Je travaille, donc j'existe », point d'interrogation. Je vous invite à le regarder parce qu'il est très, très stimulant. Au risque de dépasser de 5 minutes l'horaire qui nous était imparti, je voudrais quand même terminer par cette question qui nous déplace un peu par rapport aux questions économiques dont on a beaucoup parlé. C'est cette indignation dont nous a fait part Joe Spiegel tout à l'heure sur les enfants variables d'ajustement de notre monde d'adultes. Il y a cette question qui dit les enfants sont les citoyens de demain, dit-on, mais nous pensons qu'ils sont déjà les citoyens d'aujourd'hui. Certes à leur place, certes pas sans les adultes citoyens, mais vous, hommes politiques, comment pensez-vous la place des enfants? Comment les écoutez-vous? Est-ce que vous les intégrez aux politiques de la ville, de développement? Voilà, quelle place pour les enfants dans notre système démocratique? Peut-être Joe Spiegel d'abord? D'abord, d'avoir une vision de l'enfant comme étant la porte d'entrée des politiques publiques et de sortir de l'addition des institutions pour considérer l'enfant à la base, comme pierre angulaire. Donc on est plutôt sur l'idée d'un espace éducatif concerté où l'ensemble des acteurs, ceux de l'école, mais qui n'est pas le seul lieu d'éducation, ceux du centre culturel qui s'appelle le centre rencontre d'échange et d'animation, ceux du temps périscolaire, ceux du temps non contraint, et en réalité d'avoir une vision consolidée de la place de l'enfant, comme étant une chance, comme étant un être singulier, unique, important. Et toute notre démarche
consiste à dire que chaque enfant est important. Et je le répète souvent, c'est d'ailleurs quelque chose qui crée de l'émotion parmi les parents, parce qu'on ne le dit pas assez. Il y a des parents qui sont déjà dans l'autocensure, dans l'auto-affaiblissement, qui considèrent que leurs enfants sont déjà en échec. Et dire à un enfant qu'il est une chance, qu'il est une pépite, est pour moi le point de départ de la politique publique. Ensuite, c'est de considérer l'enfant comme étant en capacité de décider, en tout cas d'apporter son expertise. Nous avons un des premiers actes posés en 90, c'était une nouvelle école. Il se trouve que on avait un quartier qui avait une école avec 18 classes, dont 8 classes en préfabriqué. Et comme le thème de notre engagement, c'était bougeons notre ville, l'enfant au cœur du projet, le premier projet que nous avons construit dans une zone qui était absolument pas encore habitée, on a posé un service public de l'école qui s'appelle le village des enfants. Ça a été co-construit avec le conseil municipal des enfants, qui a été le partenaire incontournable de tous les projets que nous avons été, qui ont été déterminants, qui font qu'aujourd'hui Kingersheim ressemble à Kingersheim. C'est la dimension humaine, la dimension éducatrice, la dimension civique et environnementale. Donc c'est important de dire que les enfants ont participé. J'ajoute que le conseil municipal n'existe plus dans la mesure où plein de projets ont été réalisés et que avec l'expérience, je trouve que c'est pas bon de multiplier l'atomisation des institutions par rapport aux âges. On voit se développer dans nos communes un conseil municipal des enfants, puis un conseil municipal des adultes, des adolescents, des anciens qui sont les sages. Pas toujours d'ailleurs que les anciens soient des sages. Je pense qu'il y a des enfants qui sont parfois plus sages que les anciens. Et donc, au lieu d'avoir des institutions qui atomisent encore davantage la société, c'est de faire en sorte que sur chaque projet, si les enfants sont concernés, ils sont partie prenante. Je prends l'exemple, non pas des enfants, mais des jeunes. Lorsque nous avons créé le programme du parc des Gravières, qui était l'occasion d'une requalification d'une friche sportive au cœur de la ville, on a une association de jeunes qui a souhaité participer au conseil participatif et qui souhaitait installer un skateboard. Et ils ont été tellement déjà réalistes dans la question qu'ils ont proposé un ball, c'est-à-dire un skateboard enfoui. Parce que je considère d'ailleurs que le regard qu'on porte, là je suis pas seulement sur l'enfance, sur les jeunes est un regard absolument scandaleux. Quand vous entendez parler des parents des jeunes, c'est comme si c'était pas nos jeunes. C'est comme si c'était une sociologie à part, le discours sur les jeunes. Et vous regardez le nombre d'espaces de jeux qui sont écartés dans les zones industrielles, éloignés de la ville, comme si c'était quelque chose, des zombies qui sont hors de la société. Donc je pense qu'il faut faire en sorte que sur les sujets, on n'atomise pas, qu'on ne cloisonne pas, mais que toutes les ressources, y compris la parole de l'enfant, qui est une parole intelligente puisqu'il la voit en tant que vécu, en tant qu'expert d'usage, et c'est ainsi que le village des enfants, qui est un produit d'ailleurs du conseil municipal des enfants, c'est un village des enfants parce que chaque classe est une maison. Ils ont considéré que c'était important qu'en quittant la maison, ils retrouvent un autre chez soi. Et ça, c'est une dimension qui a été portée par les enfants. Sur l'aménagement de temps d'enfants, je peux vous dire que nous avons travaillé au sein d'un conseil participatif avec la priorité donnée à l'enfant. On a pu le faire parce que la loi cadrait déjà sur 4 jours et demi, qui est insuffisant. Et je pense que les vacances sont trop longues. Enfin, il y a tout un aménagement de temps de travail, de temps d'enfant qu'il faut revoir. Là, le ministre actuel, avec beaucoup de démagogie, voulant faire plaisir aux élus locaux qui font le moins pour les enfants, de revenir aux 4 jours. Autant la construction démocratique pour donner du contenu aux 4 jours et demi, j'en parle de conférence en conférence, ça a été assez remarquable. On a pris en compte que au lieu d'ajouter un temps éducatif au temps scolaire et au temps périscolaire, on a réussi à introduire auprès des enseignants et à travers des binômes, des intervenants extérieurs pour mettre le paquet sur ce qu'on appelle les apprentissages métalinguistiques, c'est-à-dire hors mathématiques, hors français. Et je considère d'ailleurs que notre pays gagnerait à réformer les priorités au sein de l'école maternelle, plutôt la coopération que la compétition, la dimension artistique, la dimension citoyenne. Et par ce biais-là, on a rentré dans le temps scolaire cette dimension qui me paraît essentielle. Il se trouve que aujourd'hui, on se retrouve à décider de retour aux 4 jours. Je me sens totalement incapable de remettre à l'ordre du jour par un maire qui a une vision globale avec son équipe municipale la question du temps de l'enfant. Ça a été récupéré par l'Éducation nationale qui propose qu'un simple conseil d'école élargi va décider au bout d'1 heure de réflexion, 2 heures de réflexion sur le retour aux 4 jours. Il y a peine perdue. Et ce sera, si j'écris un bouquin, échec majeur sur les 5 mandats. C'est sûr qu'on reviendra aux 4 jours. D'une part, parce que les enseignants, 90% ils le sont, parce que leur mercredi est important, et je le dis ici sans jugement, mais c'est comme ça, et que les parents font le choix du confort
familiale à la chronobiologie de l'enfant. J'entends souvent, moi j'aime bien le mardi soir, on voit les enfants, les en famille, ils peuvent dormir mercredi matin. Sauf que tous les chronobiologistes vous diront que si vous faites une rupture dans la semaine, pour les gens les plus insécures, pour les enfants, vous créez de l'insécurité supplémentaire. Alors évidemment, tout le monde s'en fout des tiers de gamins qui sont insécures. Tous les chronobiologistes vous diront que le temps d'apprentissage des fondamentaux, entre guillemets, parce que moi je trouve qu'il n'y a pas de fondamentaux, c'est le matin entre 10h et midi, et des après-midi allégés. On va revenir sur les 4 jours, c'est-à-dire 3h le matin, 3h l'après-midi. C'est pour dire aussi, je veux témoigner ici, que parfois on est devant des échecs, et que parfois le surmoi collectif prend le pas sur le bon sens et sur une forme de rationalité. Merci beaucoup. Peut-être un dernier mot de Philippe Lambert sur cette question des enfants. Oui, vraiment. Très bref. 2 points très brefs. Un des principaux moteurs de mon action politique, c'est l'indignation que je ressens tous les jours quand mon épouse, qui enseigne et qui en fait accompagne surtout des jeunes dans une école des quartiers les plus déshérités de Bruxelles, me raconte la réalité l'effet du rouleau compresseur de nos sociétés sur les populations les plus fragilisées, sur les jeunes et les enfants qui y sont. C'est un scandale absolu. Et par ailleurs, mon interaction avec les jeunes et les enfants, c'est en les recevant au Parlement européen, en allant chez eux. Et je me dis toujours, c'est le moment de plus grand risque pour un politique. Lorsque vous rencontrez des enfants, comme politique, ou des jeunes ados, et je dirais en particulier dans les milieux les plus précarisés, les premières questions qu'ils vous posent sont des questions de sens. Comment ça se fait que ma maman, alors qu'elle travaille, elle a 3 jobs et on ne parvient pas à payer le loyer et il vous pose ça comme ça. Et qu'est-ce que vous répondez? Et donc, on a intérêt, c'est là qu'on teste la solidité de la vision qu'on peut développer et de l'interprétation du monde, et de nouveau du monde tel qu'il est, et du monde tel qu'on pourrait le désirer, et de notre capacité à s'en faire les pédagogues. Et pour moi, c'est ça le test ultime. C'est lorsque vous les rencontrez, et c'est pour ça que je le fais avec grand plaisir. Un grand merci